Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, entre continuité et instabilité, quel bilan pour la Russie? Et en seconde partie, que faut-il penser de l'évolution du conflit ukrainien? Pour en parler, Éric Morillo vous a concocté un plateau d'experts. Je vous demande d'accueillir Charles-Henri Gallois. Cet ancien cadre de l'UPR est le président du mouvement Génération Frexit. Il a sa page sur le site Front Populaire. Philippe Murer, lui aussi a sa page sur Front Populaire. C'est un économiste et un écologiste. Il enseigne la finance à la Sorbonne. Applaudissements pour Régis Le Sommier, journaliste à Paris Match, où il sera tour à tour grand reporter, chef de bureau aux USA, puis directeur général adjoint. Il rejoint RT France jusqu'à l'interdiction de la chaîne. Il ne se laisse pas abattre et fonde le média Omerta. Rendons hommage à Yves Pozzo di Borgo. Cet ancien sénateur de l'UDI irrite la bien-pensance par son refus de la vaccination obligatoire, ses activités au sein de l'association Dialogue Franco-Russe et ses prises de position sur l'opération spéciale en Ukraine. Et enfin, une ovation pour Jacques Sapir. C'est un économiste français, spécialiste de l'économie russe. Dire que c'est un universitaire est un doux euphémisme. Après Sciences Po, il fait un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales, puis il soutient une thèse pour un doctorat d'État sur l'économie soviétique. Il enseigne à l'université de Paris-Nanterre, puis il est directeur de l'école des hautes études en sciences sociales. C'est un écrivain prolixe. Je citerai ses 3 derniers ouvrages: Le protectionnisme, Le grand retour de la planification, 1941-1942, et si la France avait continué la guerre. Il est avec Onfray un des 2 intellectuels qui prônent le rapprochement des souverainistes de gauche et de droite pour lutter contre la mondialisation malheureuse. Pas de doute, cette émission restera dans les annales de Bistro Liberté. Et bien sûr, on peut applaudir le public qui est extrêmement nombreux ce soir. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis particulièrement heureux d'avoir autour de moi ce soir donc une assemblée d'experts et d'experts que vous ne verrez pas forcément sur les plateaux de télévision habituels. Hein. Je ne vise pas les chaînes d'information qu'on voit évidemment comme LCI, BFM et j'en passe. En tout cas, on est particulièrement heureux donc de vous recevoir donc pour cette émission spéciale où vous l'avez bien compris, on va beaucoup parler de Russie et de guerre en Ukraine. Donc vraiment encore une fois ravi de vous accueillir tous. Je demande aussi au public ici présent d'applaudir Ignace, notre dessinateur, en live pendant donc tous les Bistro Liberté. D'ailleurs, au passage, merci vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre aussi par podcast, hein, puisqu'on a fait une entrée fracassante sur les différentes plateformes de podcast. Donc non seulement on vous regarde, mais on vous écoute. Voilà, donc on passe tout de suite au premier débat de la soirée, si vous le voulez bien, intitulé « La Russie entre continuité et instabilité ». Entre continuité et instabilité, quel bilan pour la Russie? Quelle conclusion faut-il faire de l'élection présidentielle? La Russie est-elle encore une démocratie? Qu'en est-il de l'opposition à Poutine? La Russie est-elle un modèle pour le monde? Alors, vous l'avez compris, on va parler dans cette première partie, lors de ce premier débat, chers amis, de la Russie. On a intitulé ce débat entre continuité et instabilité. Alors, on va d'abord parler évidemment de cette actualité très riche de la semaine. Je veux bien sûr parler de la réélection de Vladimir Poutine pour un 5e mandat avec plus de 88% des voix. Alors, je vais vous poser une question toute simple. D'abord, pour commencer, chacun de vous me répondra. Est-ce que c'est une victoire à l'africaine? Jacques Sapir. Non. Alors, bien sûr, il n'y a pu avoir des bourrages d'urnes, des tripotages dans les régions. Par exemple, je ne pense pas que les élections, que les votes en Tchétchénie aient été, je dirais, aux critères démocratiques. Mais il faut se rappeler quand même que la Tchétchénie, c'est 1 500 000 habitants. Bon.
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les résultats que l'on a eus, donc, et je crois que les résultats sont tombés à la fin de lundi dernier, ces résultats montrent que le vote a été tout à fait cohérent avec ce que donnaient les sondages d'avant-vote. Il y a eu 25% d'abstention, ce qui est pour la Russie relativement important, même si il y avait eu plus d'abstention dans l'élection de 2018. Mais disons que traditionnellement en Russie, on vote beaucoup. On vote autour de 78-80%, donc bon, oui. Le vote pour Vladimir Poutine s'explique complètement avec, d'abord, le nombre de gens qui se prononçaient pour lui dans ces sondages, plus le nombre de gens indécis qui disaient « nous allons voter de toutes les manières, mais nous ne savons pas encore exactement entre quel candidat nous allons choisir ». Bon, bah là, ils se sont visiblement reportés massivement sur Vladimir Poutine. Le candidat qui arrive en numéro 2, qui est le communiste, enfin du KPRF, M. Kharitonov, il fait exactement le même score que ce qu'avaient prévu les sondages d'avant le scrutin. Enfin, les sondages le donnaient à 4, il est à 4,2. Bon, voilà, on est dans les mêmes eaux. Il n'y a que pour un seul candidat, qui est M. Davankov, qui représentait le parti des Forces Nouvelles et du Nouveau Peuple, bon, qui est un espèce de conglomérat de gens qui se sont dit, bon, voilà, on en a un petit peu assez que les seuls partis d'opposition, ce soient les anciens du Parti communiste, les anciens du LDPR, donc des libéraux nationalistes. Et donc, on va créer un nouveau parti avec des gens nouveaux. D'ailleurs, Davankov était le plus jeune des candidats. Il avait 39 ans, enfin, il a 39 ans. Il était crédité dans le sondage du Sturm, donc du Centre Levada, de 6%. Il est donc sorti des urnes autour de 3,2, 3,3. Bon. Est-ce que c'est un tripotage? Si c'est un tripotage pour 3%. On n'en voit pas vraiment l'intérêt. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais il est aussi tout à fait possible que ce soit des électeurs qui, au dernier moment, se sont dit, bon, de toutes les manières, on sait bien que c'est Vladimir Poutine qui va être élu. Vladimir Poutine, c'est le chef de l'État. On ne vote pas contre un chef de l'État quand on est dans une période de guerre. Il faut se rappeler, on a un exemple de ça. En 1944, lors de l'élection présidentielle américaine, Roosevelt écrase complètement son adversaire républicain. Donc, voilà, je ne pense pas que cette élection ait été truquée. Et si elle a été truquée, pas complètement impossible, elle a été truquée à la marge. Ça n'a pas modifié de manière substantielle les résultats. Alors avec nous également Yves Pozzo di Borgo, vous êtes ancien sénateur, ancien également membre de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Vous nous rappelez un petit peu quelle était l'Assemblée, sa fonction ? Il faut bien comprendre que l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, c'est un organisme un peu comme l'ONU qui regroupe 57 pays. Il y a dedans aussi bien la Russie que les États-Unis. Et c'est le seul organisme qui a un bureau qui s'appelle le BIDDH, qui est spécialisé dans le contrôle des élections. Et alors, comment ça se passe quand il y a une élection, que ce soit au Kyrgyzstan, que ce soit en Amérique ou que ce soit en Russie, vous avez 3-4 mois avant, vous avez une délégation de 300, 500, 1000 chargés de mission qui vont analyser les choses. Et puis, le jour de l'élection, vous avez 300, 400, 500 parlementaires de ces 57 pays qui viennent vérifier. Moi, sur la Russie, j'ai fait 2011 législatives, j'ai fait 2012 les présidentielles et j'ai fait 2018 les présidentielles. Il faut bien comprendre que, si vous voulez, j'ai redemandé récemment au secrétaire général de l'OSCE de me renvoyer ses rapports. Et ce que j'ai constaté, il faut bien comprendre, parce que quand on écoute, on a un peu le problème en France, la méconnaissance de la Russie. On continue à regarder la Russie avec des lunettes d'avant 89. Or, la Russie d'avant 89 n'est pas la nouvelle Russie. Il faut comprendre aussi que la Russie est un pays neuf en démocratie. Ce n'est pas une démocratie parfaite. Regardez d'ailleurs, nous, la France, on a peut-être 3 siècles de démocratie, mais regardez le régime autoritaire qu'on a, enfin les dérapages qu'on a, constitutionnels et autres. Donc il faut bien comprendre cela. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, quand j'ai regardé toutes ces élections, on a bien vu, je me souviens encore de l'élection de 2011, c'était presque caricatural la tricherie qu'il y avait, parce qu'à l'époque, c'était législative. Vous avez Poutine qui voulait arriver à 60% des voix pour pouvoir faire une réforme présidentielle. Et donc là, on a vu que, et puis en plus, il faut bien comprendre que les Russes sont très légalistes.
Et la tricherie, c'était carrément, il bourrait les urnes. C'était caricatural. Et puis Poutine s'est énervé d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même 11 fuseaux horaires. Il y a des gouverneurs partout. Et qui ont besoin, face à Poutine, de dire « T'as vu, chez moi, t'as 80% des voix pour toi. » Donc c'est là que venait la tricherie. Poutine s'est énervé pour les élections de 2012. Et là, on a commencé à voir les choses beaucoup plus clairement. Et en 2018, c'est encore mieux. Même le BD, le fameux bureau, qui est plutôt contrôlé d'ailleurs par les Américains, a constaté, si vous voulez, que les élections, les normes internationales des élections commençaient à rentrer en Russie. Là, je ne suis pas allé, donc je ne peux pas juger, mais compte tenu de mon expérience, compte tenu de voir le monde qui s'est précipité pour voter, compte tenu du fait qu'il y a 25-30% d'abstention, ce qui prouve vraiment que ce n'est pas des bourrages des urnes, parce que ça veut dire... C'est vrai que, par exemple, moi je pense que la jeune génération ne s'est pas retrouvée une partie de cette génération ne s'est pas retrouvée dans ce vote-là. Elle s'est abstenue. Mais vraiment, on se rend compte, et moi c'était mon résultat, enfin mon résultat de mon expérience, où je suis allé partout, je suis allé à Irkoutsk. Quand j'étais sur place, j'ai fait je ne sais plus combien de déplacements pour vérifier ces élections. On rentrait, on avait tout pouvoir pour entrer dans les bureaux de vote. On en faisait 12 à chaque fois. C'est-à-dire qu'on rentrait, on avait toute compétence pour demander tout, les listes, tout. On était vraiment, le BIDH de l'OSCE a beaucoup de pouvoir quand il fait ce contrôle. Et moi, j'avais vu que vraiment, la Russie commençait à rentrer dans les normes internationales des votes. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Moi, je me souviens, je vous dis ça, parce qu'en 2010, on a fait un rapport, on est allé justement avec je ne sais plus combien de parlementaires, et ça a été tellement caricatural qu'il y a eu une bagarre terrible entre le BBIDH, qui était contrôlé par les Américains, et les parlementaires, et on a fait édulcorer le rapport. Tout ce qui s'est passé en 2019 à l'élection Biden-Trump, nous, on l'avait constaté en 2010. Mais après ça, on n'a pas fait venir le BIDH là-bas. Pourtant, l'Amérique, les USA sont membres de l'OSCE. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une hypocrisie actuellement dans le narratif OTAN, le narratif de beaucoup de journalistes, éditorialistes qui ne connaissent pas la Russie. Moi, je suis très prudent, j'y étais pas, donc je ne peux pas le dire. Moi, je ne raconte que ceux que j'ai connus. Et j'ai bien vu une évolution positive où la Russie s'adaptait aux normes internationales des élections. Régis Le Sommier, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, d'ailleurs, qui sort son nouveau magazine, La Guerre des Mondes. Vous partagez cette analyse ? Bah écoutez, moi j'ai pas été dans les bureaux de vote, j'ai pas eu cette compétence. Alors vous êtes un fin connaisseur de ce qui se passe en Ukraine notamment. Alors moi je suis plutôt, quand je me suis rendu 5 fois en Russie depuis le début de la guerre, et je suis plutôt dans les endroits où il y a des troupes, ou sur le front, ou à Zaporizhzhia, dans le Donbass, à Kherson. J'ai vu une Ukraine contrastée vis-à-vis de Poutine. Je peux dire que les 2 derniers séjours que j'ai fait dans le Donbass, c'est une terre pour moi, et quand j'en entends parler régulièrement en disant on va revenir aux frontières il faut revenir aux frontières de 91, ou Emmanuel Macron qui explique qu'il faut revenir aux frontières reconnues internationalement, donc incluant ce Donbass dans l'escarcelle, enfin dans la juridiction de Kiev, c'est complètement irréaliste. Autant Kherson, Zaporizhzhia, il y avait, j'ai discuté à l'époque de Kherson, où Kherson était occupé par les Russes, il n'y avait pas un sentiment qui était franchement pro-russe. Il y avait des panneaux qui avaient été bariolés de peinture dans le centre-ville. Les Russes avaient fait une massive campagne pour expliquer que c'était des terres russes avec des 4x3, etc. Il y en avait beaucoup qui étaient abîmés. Beaucoup de gens, à l'époque, qu'on allait d'officiels russes à qui on parlait, étaient éliminés. Je me souviens de la rectrice de l'université de Kherson qui s'était pris 2 balles 2 jours après notre visite. Donc, si vous voulez, il y avait des partisans ukrainiens qui étaient très actifs, et on sentait que ces terres-là, elles étaient... D'abord, elles n'avaient pas connu la guerre en 2014, comme le Donbass. Donc, elles vivaient dans un état de relative prospérité. C'est des zones agricoles avec une richesse incroyable du fameux blé ukrainien. Et donc, dans ces zones-là, on sentait que l'empreinte russe, enfin en tout cas de l'opération spéciale de Poutine, la réception de la population était un peu plus sur la réserve. En revanche, le Donbass, c'est une forteresse russe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul élément dans le Donbass qui est ukrainien, en fait. Je parle de l'oblast de Lugansk, de celui de Donetsk. Vous avez un habitant sur 3 est un soldat. Il ne faut jamais oublier, ça on ne le dit jamais aussi dans certains médias, c'est que pour ce qui est de Donetsk, la ville de Donetsk et toute cette zone-là, les hommes de 18 ans jusqu'à 45 ans sont enrôlés dans l'armée depuis 2014.
Donc, depuis 2014, il y a une mobilisation, une conscription générale de l'élément masculin. Donc, si vous voulez, ils font la guerre depuis plus presque 10 ans maintenant. Pour revenir à cette élection. Alors, voilà, pour revenir, moi, ce que j'ai entendu, si vous voulez, j'ai pas de chiffres, mais j'y étais il y a un mois, et le sentiment général vis-à-vis de Poutine, il y a toujours cette petite musique chez certains soldats, pas tous, que ça va pas assez vite. En fait, on pourrait aller plus, on pourrait avoir plus de moyens, si vous voulez, et que Poutine est trop gentil. Voilà ce qu'ils disent. Donc, c'est vrai que quand on voit par rapport à la façon dont on présente l'opération spéciale, enfin, la guerre en Ukraine, en France, on a du mal à croire. Mais chez le soldat, il y a souvent cette idée que, parce que cette guerre d'attrition est difficile à comprendre, c'est une guerre qui vise à détruire l'adversaire plus qu'à conquérir des territoires. Et ça, nous-mêmes, on le découvre. Et c'est une guerre comme on en a pu avoir en 14-18, avec Verdun, par exemple. Stalingrad aussi, c'était de l'attrition, c'est-à-dire l'idée était d'user l'adversaire jusqu'à épuisement. C'est un plébiscite, donc. Alors, je pense globalement que cette guerre, en effet, a certainement eu un impact. Et puis, voilà, le force est de constater que, moi, je vous dis, j'ai passé pas mal de temps en Russie ces 2 dernières années. Oui, la figure de Poutine, le pouvoir n'est absolument pas contesté. Il est réellement populaire. Oui, c'est une évidence. Voilà. Maintenant, sur les chiffres, il a un peu contre lui un chiffre à la soviétique, on dira. Je ne sais pas si ça a été truqué ou pas. En tout cas, c'est clair que la plupart des Russes... La soviétique avait aussi 90% de votants. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un point effectivement très important. Bon, voilà. Donc, non, globalement, ça correspond à une tendance globale et de fond de la société. Mais déjà en 2018, il faisait 78%, je crois, de tête. Hein. Oui, tout à fait. Il faisait 78%. Oui. Donc là, on a un pourcentage plus élevé, mais parce qu'il y a l'effet chef de guerre, commandeur de guerre, qui mène plutôt bien sa guerre, et il y a un effet de rassemblement qui est automatique dans ces cas-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Poutine, c'est quand même celui qui a sauvé les Russes d'un appauvrissement et d'un problème gravissime des années 90. C'est-à-dire que la Russie était plutôt dirigée par Helsinki, plutôt côté américain, avec l'école de Chicago et toute la tendance néolibérale. Elle s'est effondrée économiquement jusqu'en 98. Le PIB par habitant s'est effondré, l'espérance de vie a baissé fortement et les naissances se sont effondrées. Donc il y avait un traumatisme russe. Ça commence à se relever en 98 très légèrement, mais c'est avec l'élection de Poutine qu'il y a un énorme élan et que là, l'espérance de vie augmente très fortement, le nombre de naissances augmente de 40% et le PIB par habitant, parité de pouvoir d'achat, double sous Poutine. Donc pour les Russes quand même, Poutine a ramené la prospérité en Russie, et ça, les Russes lui sont grés, et c'est ce qui est quand même au fond de la Russie. Et juste, alors c'est vrai que 96, c'est pour ça, ça nous étonne ces scores 78-80%. Mais en fait, il faut quand même comprendre que les démocraties libérales... 88%. 88%. Mais les démocraties libérales, bon déjà, c'est pas tout à fait des démocraties, hein, parce que le peuple vote une fois tous les 5 ans. Ça, c'est une question. C'est encore une démocratie. Mais au Japon, en fait, c'est toujours le même parti depuis 1945 qui est au pouvoir. Le Parti libéral-démocrate. Donc ce sont des élections démocratiques où c'est toujours le président du parti, finalement, qui est au pouvoir depuis l'origine. À l'exception d'une période de 4 ans, je crois, où il y a le Parti socialiste qui avait gagné. Aux États-Unis, en France, il y a 13 partis politiques. Mais aux États-Unis, il y a 2 partis politiques, avec des indépendants possibles, très difficiles, et c'est toujours un républicain ou un démocrate qui gagne. Donc toutes les démocraties sont particulières, et il faut respecter l'âme russe qui est différente. Vous diriez que c'est encore une démocratie, la Russie ? Oui, mais c'est une démocratie dans un pays de 17 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire quand on doit contrôler 30 fois la taille de la France, 30 fois la superficie de la France, vous avez forcément une démocratie qui est plus autoritaire. Il est beaucoup plus simple d'avoir une démocratie dans un petit pays comme la Suisse, où elle marche d'ailleurs le mieux au monde pour différentes raisons, que dans un grand pays. Plus le pays est grand, plus il aura tendance à être autoritaire, parce qu'il faut tenir de grandes surfaces, de grandes populations, et c'est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est un autre élément à prendre en compte. Charles-Henri Gallois, votre analyse, vous êtes président de Génération Frexit, je le rappelle. Je pense en fait que là-dessus, il y a certainement un biais aussi occidental pour ceux qui connaissent les Russes, parce qu'il n'y a pas du tout la même vision de Poutine selon si on est les Russes de l'étranger ou Russes de Russie. C'est-à-dire que quand on regarde et quand on discute avec des Russes de l'étranger, on a beaucoup qui sont hostiles à Vladimir Poutine, ce qui est beaucoup moins le cas en fait en Russie. Et donc je pense qu'il y a évidemment le récit
des médias occidentaux, notamment des pays qui sont membres de l'OTAN, mais il y a aussi ce biais-là pour les gens qui connaissent des personnes qui viennent de Russie et qui vivent à l'étranger. Après, est-ce qu'il y a des irrégularités ? Peut-être, certainement, mais j'ai envie de dire, ça ne change pas en fait ce que devrait être la position de la France et ça ne change pas le fait que dans cette guerre, si on veut trouver la paix, ce qui est normalement l'objectif ultime de toute guerre, elle doit terminer par une recherche de la paix, il faudra discuter avec Vladimir Poutine, qui est l'interlocuteur en Russie, et ces élections ont confirmé que ce sera de toute façon l'interlocuteur pour les années à venir. Et dans ces conditions-là, en fait, je pense qu'il y a une grave erreur et qui va à l'encontre de la paix, qui est de vouloir à tout prix diaboliser Vladimir Poutine. Évidemment qu'on peut condamner l'invasion en Ukraine, c'est notamment mon cas. On peut aussi comprendre pourquoi, et on y reviendra certainement, pourquoi il y a eu cette invasion. Et de toute façon, si on ne comprend pas en fait ce que veut la partie d'opposition, il n'y a jamais de paix en fait. Et je pense que c'est ça la principale erreur de l'Occident, dans une sorte d'escalade, dans une sorte de diabolisation. Et on va certainement revenir aussi sur l'accord qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, qui a été voté récemment entre l'Ukraine et la France en matière de sécurité. Parce qu'il y a quand même une problématique et une escalade qui est multiple. Il y a cette escalade de cet accord qui a été mis en œuvre, qui, effectivement, comme le disait Richard Sommier, qui veut revenir aux frontières de 1991, donc c'est non seulement le Donbass, mais c'est aussi la Crimée. On va reparler de la guerre en Ukraine. Moi, j'aimerais qu'on reste sur la Russie vraiment pour cette première partie d'émission. Il est vraiment incontestable aujourd'hui, Vladimir Poutine, le bilan de ses 25 années au pouvoir, c'est lequel Peut-être avant, je voulais rajouter une chose d'expérience de l'avoir vécu en Russie. Cette guerre que les Russes appellent l'opération spéciale, enfin que Poutine appelle l'opération spéciale, elle est, à mesure qu'on s'écarte de la zone de l'Ukraine, quand on arrive dans la zone de Voronezh, Toula, etc. Or, effectivement, les familles militaires qui sont sur le front et qui, elles, sont concernées, c'est une guerre qui est assez peu perceptible dans la population. Il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on en parle, mais on en parle, c'est pas l'obsession, c'est pas... il y a une vie à côté de cette guerre. C'est pas le sujet principal. C'est pas le sujet principal, à mesure qu'on s'écarte de cette zone. Et d'autre part, les Russes ont été parfaitement informés que leur pays était sous sanctions. Ça, je pense que Jacques Sapir pourra en parler. Ils n'ont pas l'impression de subir ces sanctions. C'est-à-dire que quand vous allez dans des magasins, vous allez dans le plus grand Auchan de Moscou et dans le petit boui-boui de campagne du côté de Krasnodar, les rayons sont pleins. Les rayons sont pleins et il n'y a pas de pénurie palpable. C'est-à-dire que quand on a entendu la fameuse phrase de Bruno Le Maire sur mettre l'économie, donc c'est-à-dire faire souffrir les Russes, moi j'avais en mémoire mon voyage quand j'avais 14 ans à Berlin-Est, où là il y avait des queues devant les magasins, les gens regardaient et il n'y avait rien dans le magasin. Je m'étais imaginé que la Russie se transformerait en ça. C'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de produits qui viennent évidemment de Chine et de plein d'endroits. Moi, je vous donne juste un exemple et après je laisserai Jacques peut-être voir au niveau de l'impact de ces sanctions. Donc, quand on ne souffre pas des sanctions, on va pas pénaliser celui qui en est censé être la cause, c'est-à-dire Poutine. Donc, je pense, j'étais à Voronezh, qui est une grosse ville, donc à peu près au centre de la Russie, enfin centre-ouest, on va dire. Et dans cette ville, on avait un problème de voiture, donc on est allé chez le concessionnaire Toyota. Toyota est censé ne plus être en Russie, mais la concession s'appelle toujours Toyota. Et j'ai eu l'énorme surprise de découvrir le dernier Land Cruiser qui est en vente ici, la dernière version du Land Cruiser qui était en exposition et qu'on pouvait acheter. Donc vous êtes dans un magasin qui n'est pas censé exister et vous avez le dernier produit. C'est quand même surréaliste au milieu de la Russie. Ça fait sourire Jacques Sapir. Parce que si c'était à Moscou, évidemment, Moscou, on nous dit toujours c'est la vitrine, etc. Mais non, là vous êtes dans la campagne et ils ont le dernier produit et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Voilà. Jacques Sapir, la déclaration de Bruno Le Maire qui était rappelée par Régis Le Sommier, ça vous a fait sourire, vous qui êtes économiste, on le rappelle ? Oui, alors, d'abord parce qu'il raisonnait sur le raisonnement de Bruno Le Maire, il partait sur la sphère financière. Or, la sphère financière, c'était celle où les Russes étaient le mieux et depuis le plus longtemps préparés à des sanctions. On avait tellement parlé d'une hypothétique suspension de SWIFT pour les banques russes en 2014-2015,
que les Russes, ils ont dit, bon d'accord, puisqu'ils en parlent, ils le feront bien un jour, et donc on va commencer à s'y préparer. Et donc, ça je savais tout à fait que, au niveau financier, la Russie était prête à encaisser le choc sans aucun problème. D'ailleurs, on le voit, le rouble tombe effectivement pendant 3 semaines, il remonte très vite, et 5 semaines après le début des sanctions, il commence à être surévalué par rapport à son niveau avant les sanctions. Bon. Après, les sanctions, cette fois-ci économiques. Bon, je n'ai jamais cru aux chiffres qui étaient annoncés par la Banque mondiale, par l'OCDE, qui étaient des chiffres de moins 10% pour 2022, moins 12% pour 2022, ne serait-ce que parce que la croissance avait été telle jusqu'à la fin mars que de toutes les manières on ne pouvait pas arriver à cela, mais je pensais, et avec mes collègues russes, avec les collègues avec lesquels je travaille, je pensais qu'on serait probablement autour de moins 4%. C'est le chiffre que je donnais en avril. En avril 2022, je donnais moins 4%. Et puis, j'ai des remontées par les collègues russes du fait que les entreprises russes, en réalité, non seulement s'adaptent, mais qu'elles investissent à tout va. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont dit, il y a des entreprises françaises ou il y a des entreprises internationales qui quittent la Russie. Bon, on le sait... il y a toute une série d'entreprises qui ont quitté, et il y en a d'autres qui sont restés. Hein. Auchan est resté, Total est resté, bon. Et donc, ils se sont dit, mais c'est formidable, ça nous fait des parts de marché à gagner sur le marché russe. Donc, elles ont massivement investi. Et là, les remontées que j'avais de mes collègues russes m'ont fait dire, oula, non, on sera peut-être à moins 2,5. Certainement pas moins 4, moins 2,5. Et puis, il se fait que le résultat était encore meilleur, puisque désormais, même le Fonds monétaire international reconnaît que c'est moins 1,2%. La deuxième chose qui m'a surpris, c'est la vigueur de la croissance en 2023. Et ça, c'est à mettre au crédit de l'action de Poutine ? Alors, c'est à mettre au crédit de beaucoup de choses. Oui, bien sûr, l'action de Poutine, enfin l'action du gouvernement. Et on parle beaucoup de Vladimir Poutine. Mais c'est un bon gouvernement. Le Premier ministre, M. Mishustin, est tout à fait. C'est quelqu'un. On ne parle finalement que de Poutine, mais derrière, vous le disiez. C'est le directeur des impôts, mais qui est remarquable. Parler du Premier ministre. C'est un peu un Raymond Barre. Tout à fait. C'est un Raymond Barre. Bon. Mikhail Oreshkin, qui est un ancien conseiller de Vladimir Poutine, qui est devenu le ministre du Développement économique, lui aussi une personnalité tout à fait remarquable. Bon, donc, oui, il y a une action du gouvernement qui soutient l'industrie, qui donne des prêts, ce qu'on appelle bonifiés en français, autrement dit des prêts subventionnés aux entreprises, qui soutient aussi la consommation et qui soutient les ménages. En particulier à travers le mécanisme des hypothèques. Alors, il faut savoir que en Russie, c'est la principale, la quasi-exclusive forme de crédit logement. Ça passe par l'hypothèque. Bon, des hypothèques qui étaient très largement sous le coût de l'inflation. Donc, il y a ça. Il y a le développement des entreprises. Donc, ça, c'est pas Poutine. Ça, c'est pas le gouvernement. Ça, c'est une action qui vient de la société. Bon, ça a été extrêmement important. On a bien entendu l'effort de guerre, parce que oui, l'effort de guerre, ça fait tourner les usines. Et on a une quatrième chose qui est importante, c'est la volonté de substituer des produits russes aux produits importés. Et ça, on ne l'a pas mesuré. Et ça, moi, j'ai fait des études... Une forme de souverainisme. De souverainisme économique, tout à fait. Et là, quand vous faites des études par branche, vous voyez que le nombre... Patriotisme économique, quoi. Oui, mais c'est... Un patriotisme, ça veut dire, c'est les Russes qui achètent russes. Non, là, c'est l'idée d'industriels qui se disent, on ne peut plus être dépendant de l'étranger, de toute une série de pièces détachées, de produits, etc. Donc, on va les produire nous-mêmes. Et ça explique le fait que l'industrie manufacturière, parce que bon, les Russes, dans leurs statistiques, distinguent l'industrie extractive, qui est effectivement importante, bah oui, la Russie produit énormément de matières premières, et l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière progresse de 9% en 2023.
En fait, c'est des résultats extraordinaires d'un protectionnisme intelligent Tout à fait. qui est imposé par les idiots de l'Union européenne et américains. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire que, effectivement, les souverainistes, que dit-il au niveau économique? Il dit, si on peut faire du patriotisme économique, du protectionnisme intelligent, on va pouvoir reconstruire une industrie. C'est par notre faute. C'est par notre La faute. Russie est aussi- Mais ça s'était déjà passé en 2014. Avec l'agriculture. Les sanctions. Avec l'agriculture. Les sanctions l'effet inverse. sur l'agriculture ont fait que les Russes étaient dépendants de l'agriculture européenne, et notamment française, pour quelque chose comme 2 milliards d'euros. Ouais. Ça les Et en a fait, ils se sont mis à obligés à se produire, renouveler, quoi. à produire eux-mêmes, À se et maintenant, réinventer. ils sont devenus en plus de puissants exportateurs de blé, ce qu'ils n'étaient pas avant. Donc le protectionnisme intelligent, mesuré, permet de dynamiser une économie. C'est l'application que nous montre la Russie très clairement. Si je peux me permettre là-dessus, en 2014, les premières sanctions à cause de la Crimée, les relations financières, les échanges financiers entre l'Union européenne et la Russie sont passés de 600 à 200 milliards. Et il ne faut pas oublier, en plus, moi je me souviens, j'étais à l'Union parlementaire mondiale également, ma dernière réunion était à Dhaka, au Bangladesh, c'était en avril 2017. Et là, il y avait tous les parlements du monde. Et j'ai bien vu qu'il y avait 2 mondes. Il y avait le monde occidental que l'autre monde ne supporte pas. L'autre monde, c'est 80%. 80% de la population mondiale. Et c'est 37% du PIB maintenant. Alors que l'Europe, les États-Unis, c'est 27%. Il faut bien comprendre que c'est pas du tout... Moi, chaque fois que j'allais en Russie à l'époque, ils étaient fascinés par la France, fascinés par l'Europe, fascinés par les États-Unis. Et ils ont l'impression que c'est l'Europe et les États-Unis qui les ont rejetés. Et en fait, là, quand vous dites qu'ils s'enferment dans leur monde à eux, non. Surtout, ils souffrent sur tout le monde. sur le L'Inde, la reste du Chine, monde. Oui, mais c'est ils le se reste du monde. protègent. Ils se Oui, bien protègent, sûr. c'est important Mais de en même protéger temps, si vous l'industrie. voulez, il y a un monde énorme d'économie qui nous échappe à nous. D'ailleurs, c'est Rofer qui faisait remarquer ça. C'est que la route de la soie, par exemple en mer Noire, va être contrôlée par les Turcs et les Russes. L'Occident va disparaître de cette partie-là. Et ce dont on ne se rend pas compte dans cette guerre d'Ukraine, et moi j'avais perçu à Dakar, je me souviens encore, mais c'était violent quand je ressentais ça, tous ces parlementaires. On était vraiment, les Occidentaux, on était encore ceux qui avaient été les colonialistes. On était combien de milliards de personnes contre 7 milliards de personnes. Et là, on est en train de voir que tout cela est en train de monter. Et la Russie profite de ce phénomène fantastique où les BRICS s'installent dans le monde et vont devenir en fait la puissance que les Américains ont essayé de rester et qui ne pourront pas rester. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui la politique de Vladimir Poutine? Alors, d'un point de vue économique, c'est un mélange. Projet politique de Poutine. Alors, c'est une autre chose. Projet politique, c'est clairement un projet politique à la fois souverainiste, conservateur. Oui, et on peut le critiquer d'ailleurs pour cela, mais ça c'est un autre problème, et social. Car c'est un point important. À travers les mesures qui ont été prises pour résister aux sanctions occidentales et pour faire la guerre. Mesures qui sont prises très tôt. Le gouvernement reçoit les pleins pouvoirs en économique le 8 mars 2022. C'est voté le 8 mars. Ça veut dire que la loi, elle a dû être présentée au bureau de la Douma, le 2 mars ou le 3 mars. Je rappelle que la guerre, c'est le 24 février, et les sanctions, c'est le 28 février, le premier volet réellement important de sanctions. Donc on voit qu'il y a une réaction quasi immédiate. Bon. Dans ce cadre, il y a un mouvement vers une forme de politique sociale qui est très importante. Alors, une partie de cette politique sociale vient du fait, tout simplement, que l'activité a beaucoup monté, que le chômage a quasiment disparu, et donc que les salaires nominaux et réels ont fortement augmenté. Alors, on sait que sur 2023, enfin déjà sur 2022, le salaire réel était resté à peu près constant. Sur 2023, il a augmenté de 9%, alors, ce qui veut dire 9%, mais comme il faut compter l'effet de l'inflation, qui est d'environ 7,5%, ça veut dire que les salaires nominaux, le salaire qu'on a sur la fiche de paye, 20%, à peu près. Et ça encore, c'est une moyenne. Bien sûr, c'est plus faible dans les régions du Sud, mais vous allez dans les régions d'industrie importantes, Volga-Vyatka, Oural, voire même la partie la plus occidentale de la Sibérie, où on a de grandes villes industrielles. Il y a eu des salaires nominaux qui ont augmenté de 25-26%. Donc ça déjà, c'est un effet extrêmement important. Et puis, toute la politique sociale
l'indexation des pensions sur l'inflation, bon, en plus des relèvements absolument réguliers, et puis tout ce qui concerne le logement. Et ça, on voit bien, il y a un projet du gouvernement qui consiste à dire, bon, on est resté pendant trop longtemps avec un parc de logements vieillissant qui datait en fait de Khrouchtchev. C'est pour ça que ça s'appelle les Khrouchtchevka. Ça s'appelle les Khrouchtchevka. C'est des choses qui donc ont été construites de 58 à 71, 72 en réalité, ce qui correspond en fait au même problème qu'on a eu en France après-guerre, hein, avec le mouvement de l'abbé Pierre en 1954, qui correspondait aussi à ce retard qu'on avait pris. Bon. Et puis, la construction de logements a décliné. Et là, ils se disent, bon, c'est plus possible, il faut... Et donc, ils permettent aux gens d'accéder au logement, je vous dis, les hypothèques qui sont bonifiées, les hypothèques dites familiales, elles aussi fortement bonifiées, les allocations familiales qui commencent dès le premier enfant, c'est un point extrêmement important, la construction d'hôpitaux, la construction de jardins d'enfants. Alors, on a regardé avec les collègues. Tout ceci est expliqué dans le discours du 29 février qu'a fait Vladimir Poutine devant l'Assemblée, enfin devant la Douma. C'est pas que la Douma, il y avait le Douma et le Sénat de la Fédération. Hein. Le Conseil de Fédération, il y avait les deux. Bon. En fait, il dit oui, nous allons être plus rigoureux sur la gestion budgétaire, mais vous voyez qu'il engage des dépenses qui sont considérables. Il a le quoi d'ailleurs il y a des impôts qui sont de plus en plus importants. Mais Jacques, c'est quand même une économie libérale. Parce que moi, c'est une économie semi-libérale. Il faut comprendre, je suis allé au séminaire franco-russe avec Jacques, où il m'avait invité, où il y avait des économistes russes. Et moi, je parlais de la finance et de la nécessité de réglementer la finance, et j'avais des économistes russes, assez classiques, qui en fait trouvaient que j'étais pas du tout assez libéral. Hein, il faut comprendre. Hein. Mais c'était il y a quelques années. Ah, ça a changé, donc. Intéressant. C'était il y a quelques années. Si vous voulez, on voit bien aujourd'hui qu'il y a cette idée de soutenir l'économie, bien sûr de favoriser les grands groupes industriels, mais ces grands groupes industriels utilisent les PME, alors il faut savoir qu'une PME russe est plus gros qu'une PME française, bon, comme des sous-traitants. Et donc, le point important, l'emploi a augmenté de 2 200 000 personnes l'année dernière. C'est exceptionnel, si vous voulez. C'est exceptionnel. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui ils sont maintenant en pénurie d'emploi. Hein. Enfin, ils sont en pénurie d'emploi. Alors, Jacques Sapir, voilà pour l'économie. Mais j'aimerais qu'on aborde dans cette seconde partie de ce débat un autre sujet éminemment important, je pense. J'aimerais qu'on aborde le débat sur les valeurs. On a beaucoup entendu parler des valeurs de la République à l'époque justement de la lutte contre le terrorisme et du combat entre guillemets contre l'extrême droite. On entend maintenant beaucoup parler des valeurs de l'Europe, de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté et j'en passe. À l'opposé, Vladimir Poutine, mais aussi Xi Jinping et d'autres, expliquent depuis plusieurs années déjà que l'Occident s'est détaché de toutes ces valeurs traditionnelles pour entrer dans une ère de décadence, de laideur et de mensonge. Quelles sont, selon vous tous ici présents sur ce plateau, les valeurs que défend Vladimir Poutine et plus largement la Russie? Quand on écoute les médias, on a l'impression que Poutine défend l'oppression, la tyrannie, quasiment le rétablissement du goulag. Régis Le Sommier, sur ces valeurs. Sur ces valeurs, moi, ce que j'ai pu voir concrètement en Russie, c'est qu'il y a d'abord, sur la question religieuse, je veux dire, il y a une hyper-religiosité que Poutine... Il attaque l'Europe sur ses valeurs. Oui, justement, sur l'Église orthodoxe, ça a repris une place centrale. Alors, disons que Vladimir Poutine n'a pas eu trop de problèmes à la promouvoir, puisqu'elle avait été, sous le régime communiste, mis à l'index. Donc lui, il l'a remise au centre de la société. Et la question, alors évidemment sur les zones de guerre, la religiosité est plus importante. Donc la foi est très très importante pour les Russes. Et puis, il y a aussi cette... Il y a un discours un peu réel. Comment ça se fait que ça marche là-bas et pas en France? Mais tout simplement parce que les Russes sont un peuple qui a une mémoire extrêmement longue, qui est très fier de ses traditions.
tradition. Je vais pas Conservateurs. dire que tous sont conservateurs. Il y a dans les villes, il y a évidemment des gens plus qui n'ont pas tout à fait cet esprit-là. Mais si vous voulez, il y a dans tous les Russes avec qui j'ai discuté, d'abord, l'homme de la rue connaît son histoire en Russie. Alors que nous, moi j'ai eu des discussions sur les rapports entre De Gaulle et Staline avec des plantons en attendant un checkpoint pour passer. J'étais surpris de la connaissance, et surtout de la connaissance de la Seconde Guerre mondiale, qui est une véritable obsession chez eux. C'est-à-dire que autant nous, on a l'impression que c'est les Américains qui ont gagné la guerre, eux sont très 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 frustrés du fait qu'on ne dit pas assez que les Russes ont perdu 25 millions de morts, et ça, Poutine joue là-dessus. Il ne faut pas s'étonner qu'on dit, oui, il défend la tradition, il défend... Mais cette façon dont il a su, je dirais, avec laquelle il a su se positionner comme défenseur justement des valeurs, de la famille, etc. Puis il attaque le wokisme. Ça va bien au-delà de la Russie. C'est-à-dire que, en fait, la résonance, elle est totale en Afrique, elle est totale au Moyen-Orient. Vous prenez un chef de tribu en Afrique, vous lui expliquez qu'un homme et une femme, c'est pas l'horizon indépassable de la famille, il va devenir agressif. Et Poutine sait très bien que les Africains vont vibrer à l'unisson de cette pensée, et il s'en est fait, quelque part, il a pris, et ça n'a pas été très difficile pour lui. Et au niveau de la Russie, on reste quand même dans des sociétés, même si elles ont été progressiste avec le communiste, qui était quand même la patrie des travailleurs, la révolution. Enfin, il y avait quand même des notions, le divorce, l'avortement. Oui, oui. Pas au niveau sociétal, quoi. Je crois que les Russes ont été les premiers à voter, je crois. Non, les femmes ont voté en 1900, début des années 20, non, c'est pas ça. Je pense que c'est chez les Britanniques. Mais ils ont oui, voté, ils ont voté très tôt. Très vite. Nous, on a donné le droit de vote aux femmes en 45. Alors sur les valeurs, effectivement, il faut bien comprendre, d'ailleurs c'est plus général, c'est-à-dire que le wokisme et le LGBTisme nous séparent du monde entier. Et le monde entier regarde l'Occident avec angoisse en se disant, mais nous on ne veut pas du LGBTisme et du wokisme. L'Occident, l'Afrique, la Russie, le Moyen-Orient, la Chine, etc. Donc là, c'est nous qui sommes en train de nous isoler du monde avec ces mouvements-là. Puis la Russie, tout simplement, la nation n'a pas été dissoute. C'est-à-dire que nous, nos élites ont voulu, à travers le machin européen supranational, dissoudre la nation. La nation est en train de se dissoudre. Et ça a des effets sur les valeurs, les principes, et d'ailleurs le roman national. Avant, les petits Français connaissaient leur roman national, leur histoire de France. Effectivement, maintenant... Quand vous regardez sur les devoirs de vos enfants, les écrits de vos enfants sur l'histoire, on voit qu'ils regardent l'histoire de façon beaucoup plus mondiale, européenne et non française. D'ailleurs, il y a même un texte à l'Union européenne qui est en train de passer, une résolution, pour dire qu'il va falloir défendre l'histoire de l'Union européenne et plus les histoires des pays. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, c'est vrai que c'est un pays qui est conservateur, qui est plus conservateur, qui a gardé ses traditions, alors que nous sommes un peu dissous dans le progressisme. Mais là, nous sommes à la fin, d'ailleurs, de cette période de progressisme qui ne produit plus que des calamités à tous les niveaux, éducation, économie, réformes sociétales qui ne permettent plus d'avoir une cohésion. Et donc, ça nous pose des vraies questions. Moi, ce que me rappelle... Régis Le Sommier et Charles Enguel. Le vrai choc, quand on y passe des semaines, c'est de voir une société qui a une cohérence. C'est-à-dire, en fait, et quand on revient, on est choqué parce que, justement, en France, cette cohérence, elle s'est effritée. Moi, j'ai l'impression que la Russie, c'est un peu la France que j'ai connue quand j'avais 10-12 ans, où il y avait encore ces communautés, ces croyances, cet aspect rural, cet aspect urbain. Et aujourd'hui, en fait, on regarde la France de 2024 et on est quand même très atomisé, très éclaté, avec des communautés avec des intérêts divers. Ce qui ne veut pas dire qu'en Russie, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de tension avec les minorités. Mais par exemple, la question musulmane en Russie n'existe pas. Ce n'est pas un problème. Pourtant, il y a énormément de musulmans en Russie. L'orthodoxie et l'islam, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Alors, il y a eu les guerres de Tchétchénie, mais les guerres de Tchétchénie, elles étaient au départ nationalistes. C'était une revendication d'indépendance qui
ensuite, ça a été gangréné par une idéologie plus radicale de radicalisme Il y a de islamique. l'insécurité en Russie ou pas? J'ai pas vu. Alors, il y en a. Comme à la Courneuve, là, il y a quelques jours. Il y a des problèmes d'alcoolisme, il y a des problèmes. Je veux dire, la société russe a ses problèmes. Je n'ai jamais vu un clochard en Russie. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, ils traînent pas dans les rues. Alors peut-être qu'on me dirait, oui, la police les prend. Je crois pas. Je crois qu'il y a une sorte d'assistance. Enfin, il y a pas de. Vous voyez pas de tentes sur les ponts. Vous voyez pas de choses comme ça. Et je parle pas simplement de l'hiver, parce que j'étais en septembre dernier, il faisait 23 degrés. Mais on voit pas les gens comme ça traîner dans les rues. Donc il y a cette espèce de cette société, elle est étonnante parce que on sent qu'il y a un ensemble cohérent qui avance. Et que voilà, et on ne remet pas en question l'autorité. Je vous fais une petite anecdote là-dessus. Notre président est une sorte d'énigme pour les Russes, donc il pose beaucoup de questions sur Emmanuel Macron, et pas en fait tellement. Quel regard ils ont sur lui là-bas? En fait, je vais vous dire, par 2 fois, c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote, 2 personnes m'ont rappelé que Emmanuel Macron avait été giflé lors d'un... J'avais oublié cette anecdote, mais elle est exacte. C'est-à-dire lors d'un déplacement, quelqu'un dans la foule. Pour les Russes, c'est inimaginable de gifler un leader. C'est pas tellement toutes les histoires qu'on peut raconter sur Macron, qui évidemment font les gorges chaudes des talk-shows en Russie, où vous avez des présentateurs qui vont, Soloviev, etc. Voilà, il y a du gros... Il y a du gros rouge qui tâche. Il y a quand même des programmateurs quand même qui proposent de détruire les villes françaises. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté excessif. Même Medvedev. Mais on n'imagine pas. On n'imagine pas Poutine gifler. Non, mais voilà, c'était ça. Et en fait, il dit comment vous pouvez permettre que votre leader soit giflé. Voilà. Charles-Henri Gallois, est-ce que vous pensez que l'Occident est voué à disparaître comme Poutine ou comme Michel Onfray, même en France, qui en parle, le remplacement des civilisations, que c'est inéluctable? De manière générale, et Charles-Henri Gallois. Alors, moi je ne pense pas qu'il est voué à disparaître, mais disons qu'on en prend le chemin. Et ce qui a été dit sur la Russie, en fait, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est qu'il y a une sorte de patriotisme et de cohésion nationale russe. Il y a évidemment la question de l'éducation, du roman national. Nous, en France, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus l'histoire de France, on n'apprend plus aux jeunes Français à être fiers d'être Français. En Russie, c'est tout l'inverse. Il y a un patriotisme qui est très fort. Et je pense que ça va même au-delà de la question sociétale. Alors évidemment que Poutine n'a pas changé la société russe. Elle était par essence déjà beaucoup plus conservatrice que la France. Vous en avez parlé, dans les BRICS, c'est la même chose. C'est des sociétés beaucoup plus conservatrices. Mais je pense que fondamentalement, ce qui fait que la Russie est un pays, le peuple russe, un peuple qui avance, c'est qu'il y a ce sentiment national et ce sentiment de destin commun. En France, nous, c'est l'inverse. On nous répète du matin au soir que la France serait trop petite, que la France seule ne pourrait rien faire, que la France ne doit plus exister. C'est exactement l'objet de la résolution au Parlement européen qui nous explique qu'il faut faire très attention à ne pas mettre en avant les nations. Il faut diaboliser les nations, de dire que le destin serait uniquement européen. Quand on prend ce postulat-là, évidemment qu'il n'y a pas de désir d'être français. Il n'y a pas de désir d'être français pour les jeunes qui sont issus de l'immigration, parce qu'on leur répète du matin au soir que la France, c'est un petit pays minable, et on va évidemment rappeler à chaque fois l'épisode de la colonisation. Mais même les Français dits de souche, il y en a beaucoup maintenant qui ne sont plus dans cette optique nationale, parce qu'il y a à la fois une politique permanente d'Emmanuel Macron, la souveraineté nationale n'existe plus, c'est la souveraineté européenne, et il y a quelque chose, moi, qui me marque sur Emmanuel Macron dans sa position en fait vis-à-vis du conflit de la Russie. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on parlait de la Courneuve, on pourrait parler aussi de Mayotte. Normalement, un président qui défend l'intérêt de la France, ça devrait être ses préoccupations numéro 1. Mais Emmanuel Macron, en fait, quand il parle de ce conflit-là, on a l'impression qu'il considère que les frontières de la France, c'est pas l'Alsace, c'est pas Mayotte, mais que c'est l'Estonie ou la Lettonie. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne se projette pas en tant que président français. Il ne se projette pas pour défendre les intérêts français. Il considère qu'il est une sorte de président de l'Union européenne et qu'il faudrait défendre plus les pays baltes que les Français. C'est vrai que c'est un peu le dirigeant de la province européenne. Et tu as raison. Et si on remet effectivement au centre la nation, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et c'est une raison de plus, plus des raisons économiques, agricoles. On va pouvoir remettre la nation au centre et retrouver cette cohérence nationale. Bon, sachant quand même les Russes ont de la chance. Ils ont un président qui
qui a déclenché cette guerre, mais qui a été quand même un plutôt bon président, il faut le dire, pour la Russie, pour les Russes. Je parle factuellement et je ne porte pas de jugement de valeur. Qui est aujourd'hui plus proche de Vladimir Poutine en France, politiquement ? Oh, personne, je pense. Mais je réponds à votre question sur l'Occident va-t-il disparaître ? Non, l'Occident a une période difficile. Tant les États-Unis, qui ont de multiples problèmes, de drogue à une échelle très importante, d'inégalité sociale, de déliquescence aussi de la société, avec les gens qui fuient San Francisco, parce que San Francisco n'est pas vivable à cause de l'insécurité. Ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qui se passe à Paris. Il y a de plus en plus de clochards, notamment. Exact, il y a beaucoup de clochards, vous avez tout à fait raison. 200 abris entre Los Angeles et San Francisco, qui est une des régions les plus riches. En fait, je pense que ça va beaucoup plus loin. En fait, le monde entier, pour le moment, c'est caché, mais le monde entier a un vrai problème. C'est-à-dire que le capitalisme financiarisé, mondialisé, imposé par les Américains, a détruit beaucoup de choses dans le monde. Aujourd'hui, alors je ne serais peut-être pas d'accord avec Jacques là-dessus, mais il faut comprendre que le plus grand gagnant de la mondialisation néolibérale, un des plus grands gagnants, la Corée du Sud, ils sont tellement sur la réussite personnelle et le travail que cette société est en train de se suicider. Ils ont, démographiquement, 0,65 enfants par femme. Ce qui veut dire que vous passez de 7 grands-parents à un petit enfant. La Chine aussi a un problème gigantesque. Et on voit la bêtise des stratèges américains, d'ailleurs, là-dessus. Parce que la Chine a un problème gigantesque de naissance. On avait 18 millions de naissances en 2016, on a 9 millions de naissances. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et c'est comme si la société de l'avoir à tout prix était en train de détruire la société de l'être et de la volonté de se pérenniser et d'avoir des enfants. Les deux phrases préférées en ce moment des gamins en Chine, les gamins sont déprimés en Chine. Il faut bien comprendre, ils sont un peu déprimés en France, mais en Chine aussi. En Chine, c'est rester couché à plat, ne pas bouger, et laisser pourrir les situations. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à se trouver un travail correct, donc à s'insérer dans le milieu du travail. Ils ont beaucoup de mal à se marier parce que pour se marier, il faut avoir un appartement. Les appartements sont encore plus chers qu'en France, donc c'est ingérable. Et donc, ils n'envisagent plus aussi leur continuité en tant que nation. Ils ont un vrai problème dessus et la réponse de Xi Jinping n'est pas forcément intelligente. C'est une solution de nécroser la Chine sur elle-même, justement. Donc, à voir, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des problèmes de ce type-là. Je pense que c'est soit 80 ans d'hégémonie américaine qui nous a envoyé ce capitalisme financiarisé, mondialisé, qui est destructeur de l'humanité, en fait, destructeur de l'humain, je pense. Yves Pozzo-di-Borgo, sur les valeurs, vous pensez que Poutine, c'est une des raisons de sa popularité ? Enfin, c'est la première fois que je suis allé en Russie. Moi, j'avais vraiment la vision de la Russie communiste. Et puis, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les années 2000 où, pour nous, les Russes, c'était les oligarques avec les call girls russes. Je dis ça parce que quand je suis arrivé au Sénat, vous savez, quand on vous donne toujours les textes que personne ne veut, on m'avait donné le texte sur le visa avec la Russie. Ce texte européen, alors je convoque les deux ministères, l'affaires étrangères et l'intérieur, et je croyais, moi, qu'il y avait quelques oligarques qui venaient avec les Russes qui venaient là. Et je leur dis, combien avez-vous de visas ? Combien donnez-vous, c'était en 2005, combien donnez-vous de visas aux Russes ? Alors la personne du Quai d'Orsay me regarde et dit, Monsieur Pozzo, vous savez que c'est le pays à qui on donne le plus de visas. Beaucoup plus qu'au pays du Maghreb. 400 000 par an. On est débordé, on ne sait pas comment faire. Alors je me tourne vers le ministère de l'Intérieur, je dis, maintenant, ce sont des gens qui immigrent, qui veulent rester ici. Il me dit, non, ce sont des gens qui ont tellement été sevrés de la vision de l'Occident quand il y a eu le Parti communiste, qui viennent en Europe et en France. 400 000 en France chaque année. Alors je dis, écoutez, dans ces cas-là, mais pourquoi garder les visas ? Alors le Quai d'Orsay me dit, j'espère que le pauvre, personne ne va s'en souvenir, mais il m'a dit, Monsieur Pozzo, si vous arrivez à supprimer les visas, on vous met une statue au Quai d'Orsay, parce que vraiment, on est débordé, on ne s'en sort plus. Et puis le ministère de l'Intérieur, j'ai dit, vous, au niveau sécurité, au niveau immigration, on n'a vraiment pas de problème. Migration de Russes en Europe, en France. Quelques problèmes de sécurité, évidemment, il y avait encore là. Mais il dit, mais franchement, si vous demandez, on ne dira rien. Et c'est ce que j'ai demandé dans un rapport en 2007, d'ailleurs. Et j'ai demandé à ce que ce rapport, on supprime les visas. Et Sarkozy, d'ailleurs, a repris cette idée, puisqu'à la réunion à Deauville avec Merkel et puis même Medvedev, qui à l'époque était président, il a demandé qu'on supprime les visas, parce qu'il voulait aussi reprendre mon idée de mon rapport de 2007, qui était de faire un grand ensemble Union économique Russie-Europe, un petit peu dans la tradition gaulliste ou la tradition Mitterrand. Parce que Mitterrand voulait vraiment une Europe de Brest à Vladivostok.
Et là, si vous voulez, c'est Merkel qui a bloqué, parce qu'à cause de la pression des pays baltes et des pays polonais, la pression, sinon on n'a plus de visa et ça aurait multiplié les échanges. Alors pour revenir à l'affaire des valeurs, c'est très difficile à dire. Moi, je sais, c'est que quand j'allais à Moscou, je suis allé plusieurs fois en Ukraine et à Moscou. Enfin, c'est pour ça que quand je suis malade quand je vois dans certains plateaux de télévision français, enfin, je ne vais pas citer nos chaînes concurrentes, mais franchement, l'ignorance de certains éditorialistes, de journalistes qui ne sont jamais allés là-bas, qui disent des bêtises, mais comme il y a 30 ans. Enfin, bon, je dis ça parce que même de généraux. Pardon ? Et même de généraux. De généraux, oui. J'en souffre. Je dis j'en souffre parce que j'aime pas qu'on dise des bêtises. Et alors, pour en revenir aux valeurs, il y a la jeune génération. Je ne sais pas comment elle réagit. Et tout le monde en Russie était admiratif de l'Europe, était admiratif de la France, était admiratif des États-Unis. Il ne faut pas oublier que le modèle États-Unis, européen, c'était quand même un modèle important. Et en même temps, en ce qui concerne les valeurs, il y avait toujours des valeurs traditionnelles. Moi, j'étais très surpris de voir, quand en dehors du milieu politique que je voyais en Russie, quand j'ai eu beaucoup de contacts avec la population, par différents amis, par choses comme ça, par les réseaux des Français qui étaient à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ou alors dans d'autres régions, je voyais très bien qu'il y avait chez la jeune génération un maintien des valeurs très importantes. Et en même temps, une fascination pour le modèle américain, le modèle européen. Alors, je ne sais pas du tout, je suis incapable de répondre à l'heure actuelle pour savoir si cette génération qui, d'après moi, ne s'est pas vraiment exprimée dans le vote pour Poutine. Il y a dû y avoir des jeunes qui ont voté beaucoup, mais il y a dû y avoir beaucoup. On a des infos voilà, ça, je ne sais pas, on verra bien, peut-être quand vous aurez les analyses. On n'a pas encore. On n'a pas encore. Il y aura beaucoup de jeunes qui ont voté, qui sont très pour Poutine. Mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont interrogatifs. Ils ont connu que ça. Ils ont connu que ça. Donc, si vous voulez, et sur l'affaire des valeurs, je suis incapable de dire. Je sais que ce que je connais de la Russie, il y a des valeurs traditionnelles. Voilà. Le mot de la fin vous revient, Jacques Sapir, dans ce débat sur les valeurs. Sur la question des valeurs, une chose très simple. Effectivement, l'Église orthodoxe est très mise en avant. Vous allez un dimanche à l'Église orthodoxe, par exemple pour écouter les chants, ce qui est mon cas, parce que les chants en slavon sont absolument magnifiques. Bon, par rapport à la population, bien sûr qu'il y a des gens, mais ce n'est pas énorme. Dans la jeune génération, on a eu un jour, avec mes étudiants à l'université de Moscou, parce que je fais tous les ans un séminaire là-bas, on a eu une discussion sur la place de la religion dans l'économie. Et je leur demande, voilà, qui est orthodoxe ? Et j'avais une trentaine d'étudiants, il y en a environ 22 qui lèvent le bras. Bon, je leur dis, est-ce que vous savez ce qui différencie la religion orthodoxe de la religion catholique ? Rien. Le filioque, vous avez entendu parler ? Rien. Bon. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'attachement à l'orthodoxie, comme en Grèce d'ailleurs, c'est très très similaire, c'est un marqueur national. Ce n'est pas un marqueur religieux. Bien sûr qu'il y a des gens religieux. Il doit y avoir 35, peut-être 40%, grand maximum, de gens qui sont réellement pratiquants. Pour les autres, tout à fait. Pour les autres, c'est tout simplement un marqueur national, un marqueur culturel. Des racines orthodoxes, finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, on est, je dirais, orthodoxe de culture, mais après, après, vous pouvez rencontrer effectivement des gens qui sont très religieux, et en particulier à la Banque centrale de Russie, vous avez des gens qui sont des moines en service dans le monde laïque. C'est un système qui existe dans l'Église orthodoxe. Bon, personne est habillée comme vous et moi. Et puis, elle rentre tous les soirs dans son monastère à Dimitri Donskoy. Et il y en a un qui a comme ça, qui a voulu me convertir et qui me dit est-ce que tu veux venir à la liturgie de Pâques ? Alors, la liturgie de Pâques, même chose, les chants sont absolument somptueux. Oui, je dis d'accord. Et dans la voiture, il me dit écoute, il faut que tu te convertisses à l'orthodoxie. D'ailleurs, je me suis déjà entendu avec le pope principal. Je dis non, écoute. Bon. Et il me dit mais pourquoi ? Tu connais tellement bien la Russie. Tu devrais être orthodoxe. Et alors ça, c'était intéressant. C'est-à-dire le fait que, pour lui... Mais là, on est sur la religion, mais voilà, mais on ne pouvait pas... je parle des valeurs au sens large. Mais ça, c'est un point important. Après, dans les valeurs... Le wokisme, le LGBTisme, dont parlait Régis Le Sommier, là-bas, on touche une sans toucher l'autre, si j'osais. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Je pense que c'est
Considéré comme diabolique. Ah, même. Oui. Vous discutez avec un combattant tchétchène. Oui, il dit d'accord, un combattant c'est- tchétchène. Non, non, mais attendez. C'est assez particulier. Hein. Oui, mais il va vous dire Excuse-moi, c'est du excuse-moi. satanisme. Oui, non, mais d'accord, C'est- d'accord. c'est Bon, de- à Moscou, C'est très modéré, un combattant tchétchène, tout le monde le sait. Mais c'est À intéressant Moscou. aussi parce qu'il y a des minorités aussi À Moscou, qui arrivent à. dans les restaurants, c'est très connu qu'une grande majorité des serveurs sont homosexuels. Même chose, beaucoup. même chose, Ça, ça, même ça chose fait dans les milieux de la mode. Bon, on voit à l'université de Moscou, dans la station de métro, bon, on voit des gens, ou des jeunes garçons ou des jeunes filles qui se tiennent par la main. Bien, mais personne n'a envie, je dirais, d'en faire état publiquement. Grosso modo, c'est, si vous voulez, je me retrouve dans la situation Pas de prosélytisme. ça voilà, veut dire. où moi je me suis trouvé en 1993 dans un séminaire que je donnais aux États-Unis. Et où un étudiant me demande, Monsieur le professeur Sapir, combien avez-vous de gays et de lesbiennes dans votre séminaire à Paris? Je dis, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. D'abord, parce que je ne le demande pas. Ensuite, parce qu'ils ne le disent pas. Et enfin, parce que tout le monde s'en fiche. On vient à un séminaire d'université pour apprendre, pas pour faire état de ses orientations sexuelles. Mais Poutine a quand même pris des lois pour punir le prosélytisme LGBTiste, je crois. Non, aux mineurs. Oui. Aux mineurs. Aux mineurs. Et ça, c'est un point important. Après, les gens vivent leur vie. Dernier point, il y a une chose qui est vraie, et que vous avez tous dit, bon, la Russie reste beaucoup plus dans une idéologie holiste que dans une idéologie individualiste. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est ce qui, à mon avis, rattache la Russie aux pays d'Asie. Parce que dire, oui, la culture russe est une culture occidentale, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ils ont des éléments de culture asiatique qui sont très forts, et ça, c'en est un. Eh bien, ce sera le mot de la fin donc, de ce premier débat. On va terminer avec les caricatures faites par Ignace, qu'on peut applaudir, donc notre dessinateur en live. Donc, Poutine à 88% grâce à une forte propagande médiatique. Je fais comme lui, on voit Macron, mais j'arrive même pas à 30%. Voilà, on peut l'applaudir. Poutine et son côté en même temps. À l'ouest, c'est un démon. À l'est, c'est un ange. Poutine très fort électoralement, économiquement, militairement peut-être. Et là encore, on voit Macron qui répond, mais on le bat largement en wokisme et LGBTisme. Et enfin, Poutine vu par l'Occident, un monstre froid qui fait peur. Macron vu par la Russie, un clown triste qui fait rire. Voilà, on peut applaudir Ignace. On se retrouve tout de suite pour le second débat de la soirée. On va parler de la guerre en Ukraine. À tout de suite. Que faut-il penser de l'évolution du conflit ukrainien? Quelles seraient les conséquences d'une victoire de la Russie? Faut-il envisager une escalade mondiale? Merci encore à vous tous d'avoir accepté l'invitation de Bistro Liberté. Donc, après avoir parlé de la Russie, il était évidemment naturel de parler de cette autre actualité évidemment éminemment importante puisqu'elle est liée. Il s'agit bien sûr de la guerre en Ukraine. Alors nous avons avec nous eh bien Régis Le Sommier qui est sans doute l'un des plus fins connaisseurs aujourd'hui de ce conflit. Donc Régis, c'est à vous que je vais poser cette première question. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit? Est-ce que vous pensez, comme Xavier Moreau, que la Russie a déjà gagné la guerre? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que la Russie a déjà... D'abord, il faut définir la définition de victoire. Enfin, qu'est-ce que veut dire la victoire? On était à une guerre qui a passé le cap des 2 ans, dont l'investissement est très important et le coût très important de part et d'autre. Le coût humain, difficile à chiffrer parce que vous savez que c'est une bataille politique entre les Ukrainiens et les Russes.
Bon, il semble quand même se dessiner une chose, c'est que les Russes aujourd'hui ont repris l'avantage. Ils ont vécu une très mauvaise année 2022, alors qu'on a un peu survendu, parce que c'est aussi ce problème qu'on a par rapport aux Ukrainiens, c'est que les Ukrainiens nous ont fait croire un petit peu qu'on allait gagner, qu'ils allaient gagner. Voilà. Et on y a cru aussi, on les a encouragés, et l'année 2022, il y a des choses qu'on n'a pas su déceler. Le retrait de Kherson, par exemple, des Russes, qui est une opération impeccablement menée, et ensuite la consolidation du front à travers justement cette fameuse ligne Surovikin, qui était le chef de l'opération spéciale désigné par Vladimir Poutine à l'époque, et qui a fait une ligne défensive en reprenant des modèles d'ailleurs de la bataille de Koursk en 1943, enfin toute la doctrine militaire russe dans son excellence. Et tout ça, on l'a pas vu en fait. Donc on s'est étonné que la contre-offensive ukrainienne décidée à l'été, qui elle avait été annoncée à grand renfort de publicité pendant des mois, donc les Russes ont eu le temps de s'y préparer, et quand elle est arrivée, ça n'a pas été une surprise pour les Russes. Donc le retrait de Kherson, interprété comme une libération, victoire de l'Ukraine, c'était un retrait russe. Il y a eu quelques victoires décisives de l'Ukraine en 2022, et la Russie a progressivement, s'est progressivement repliée à l'est du Donbass, dans ce front qui fait aujourd'hui plus de 1000 km. Dire que la Russie a déjà gagné la guerre, moi, à mon avis, c'était quand même encore un peu prématuré. Depuis, on va dire, la victoire de Bakhmout, pour moi, était la reconquête de cette ville. La conquête de cette ville par la Russie a été un moment décisif. Moment décisif qui, tous les experts, ou à peu près des plateaux, donc, que vous citiez tout à l'heure, définissaient Bakhmout comme tantôt un endroit absolument pas stratégique, tantôt un autre où la milice Wagner envoyait à la mort des centaines de prisonniers par vagues humaines, le fameux... Vous savez, en fait, on a extrêmement fantasmé cette guerre en Ukraine, on a fantasmé l'armée russe en y voyant l'équivalent de celle de 1945, en fait, de celle qui a lutté contre l'Allemagne nazie, qui effectivement, à cette époque-là, a envoyé des vagues humaines à l'assaut à l'ouest de Moscou et dans d'autres, où des centaines de milliers de combattants ont été usés, en fait, utilisés pour repousser l'Allemagne. En réalité, là, on n'est pas du tout dans la même guerre, dans la même configuration. On est dans une guerre d'attrition, c'est-à-dire que c'est une guerre qui touche l'ensemble. Alors, l'Ukraine, évidemment, est beaucoup plus touchée parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle a moins d'hommes, parce qu'elle a moins de population, tout simplement, des paramètres qu'on aurait pu voir dès le début. Il y a 140 millions de Russes et à peu près 40 millions d'Ukrainiens. Aujourd'hui, une partie de ces millions sont à l'extérieur de l'Ukraine, et que, fatalement, on peut dire que oui, les choses tendent la victoire tend vers la Russie parce que l'Ukraine n'a pas la force, la masse critique, tout simplement, ni l'industrie que la Russie possède, ni, je dirais, les capacités de renouvellement de cette force. Aujourd'hui, il y a un paramètre qui est très intéressant sur le front, c'est que les Russes passent, on va dire, 3 semaines au front, dans les premières lignes, et ensuite sont retirés 1 semaine à l'arrière. Il y a des rotations qui, je veux dire, c'est à peu près autour de ces chiffres. Parfois, les Ukrainiens restent plusieurs mois sur le front, parce qu'ils n'ont pas les capacités, justement, la réserve suffisante pour envoyer des gens se reposer à l'arrière et se recomposer. Donc les Ukrainiens sont dans une situation militaire aujourd'hui qui est un peu la situation militaire, on va dire, de l'Allemagne, même s'il n'y a pas de percée magistrale, mais de l'Allemagne en 1943 dans cette même zone, c'est-à-dire l'Allemagne envoyait des divisions d'élite, c'était la division d'Asreich, la Leibstandart, c'était des divisions de Waffen-SS qu'on envoyait pour colmater les brèches qui étaient les brèches de la Wehrmacht qui étaient en déliquescence. Aujourd'hui, vous avez la 3e brigade, ex-Azov, qui est envoyée un peu en mode pompier pour essayer de rétablir une ligne de défense. Actuellement, je pense que c'est ce qui fait beaucoup peur à nos dirigeants, et en particulier qui peut expliquer les propos d'Emmanuel Macron pour faire face à Vladimir Poutine, c'est qu'il y a une situation sur le terrain qui est critique, qui n'est pas catastrophique, mais il y a surtout un problème qu'ont les Ukrainiens, c'est de rétablir des lignes de défense après la victoire d'Avdiivka que les Russes ont conquise et qui, depuis, ils grignotent village, et ils avancent vers l'ouest.
Voilà, il reste encore des forteresses ukrainiennes, mais il y a aussi d'autres problèmes. Donc les problèmes de munitions, c'est-à-dire que les Ukrainiens manquent cruellement d'obus de 152 mm, du 122 mm, du 155, notamment pour faire fonctionner les canons César, et que les Russes, eux, moi j'ai pu le constater sur le front, ont récupéré des milliers d'obus nord-coréens. C'était l'une des raisons de la visite de Kim Jong-un à Moscou en septembre dernier. Et ça a été négocié. Et bon, ces obus ne marchent pas très très bien. Moi, j'ai pu le voir qu'il y avait des problèmes. Parfois, ils n'arrivent pas. Voilà. Mais en tout cas, ils viennent pallier à un problème, à une pénurie de munitions que les Russes aussi ont connu. Aujourd'hui, la mécanique de l'industrie d'armement russe fait que les obus arrivent à nouveau, mais ces obus nord-coréens sont venus là, à propos, tandis que les Ukrainiens n'ont pas ces capacités. Dernier point, très important, les capacités de défense antiaérienne, qui sont en train, au niveau ukrainien, d'être très fragilisés. Ils sont du coup obligés de ramener plus près du front les missiles patriotes, par exemple, et c'est plus facile pour les Russes de les détruire. Très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes, aujourd'hui, peuvent faire des frappes dans la profondeur. On l'a vu avec Odessa. Ils essaient de s'attaquer à l'un des succès de l'Ukraine à Odessa. Ce sont les drones navals qui ont handicapé, on va le dire, la flotte russe de la mer Noire, qui sont produits en Ukraine, qui sont opérés par la marine ukrainienne et que les Russes tentent évidemment de détruire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les Russes sont capables, justement, il y a une véritable fragilité. Je pense que l'ensemble de ces paramètres que je viens de vous donner peut expliquer qu'aujourd'hui, nos dirigeants se disent: et si la Russie gagnerait? Mais elle n'a pas encore gagné. La réélection très large de Poutine, ça peut changer quelque chose à cette guerre, d'après vous, tous ici, ou pas? Je ne pense pas que d'un point de vue militaire, le décor a été posé. Ça ne change pas grand-chose. En revanche, le terrain militaire fait qu'il y a une crispation. Et là, on peut en venir aux conséquences politiques et notamment nationales. Ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les objectifs de la France dans cette guerre sont crédibles, réalisables, et est-ce qu'ils vont dans le courant, dans le sens des intérêts de la France? L'objectif, il a été défini dans l'accord qui a été signé, c'est de revenir... Dupont-Aignan m'a dit dimanche dernier dans notre émission qu'il allait lancer une procédure de destitution à l'égard d'Emmanuel Macron. Alors ça, comme c'est pas beaucoup dans la tradition française, je sais pas, ça a peu de chance selon moi d'aboutir. Mais il a dit que c'était symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la réalité et de la crédibilité des objectifs se pose quand vous dites qu'il faut revenir aux frontières de l'Ukraine de 91, dont la Crimée, en sachant qu'Emmanuel Macron lui-même est reçu au fort de Brégançon à Versailles, Vladimir Poutine, après l'annexion de la Crimée, ça ne semblait pas le gêner à ce moment-là. Et maintenant, il en fait un cas de sécurité vitale de la France. Parce que ce que dit Emmanuel Macron, c'est de dire si la Russie gagne en Ukraine, la sécurité de la France serait remise en cause. Mais ça, c'est complètement grotesque. On est dans une sorte de processus de la peur. Parce que la réalité démographique, évidemment, elle est déséquilibrée entre la Russie et l'Ukraine. 147 millions, 40 millions. Mais entre la Russie et l'OTAN, la France étant membre de l'OTAN, 147 millions de Russes, c'est depuis l'entrée de la Finlande, de la Suède, etc., c'est 967 millions de personnes, l'OTAN. Il y a de la dissuasion nucléaire de part et d'autre. Qui peut croire une seule seconde que la Russie a les moyens d'envahir l'Europe de l'Ouest ou d'envahir la France? C'est absolument grotesque. En fait, Emmanuel Macron essaye de mettre ça dans le débat public. Et donc, ça veut dire deux choses. Soit il est complètement irresponsable. Il veut faire entrer la France en guerre avec la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale. Il expliquait récemment qu'il voulait envoyer des troupes avec une légèreté absolument confondante. On va envoyer nos gars certainement dans l'année à Odessa. Enfin, c'est complètement dingue de dire ça. Voilà ces propos. On va s'arrêter dessus, justement. Ce qui ferait de la France une co-belligérante avec la première puissance nucléaire mondiale. Et après, il y a soit il est complètement cynique, mais il serait tout aussi responsable, c'est de dire « je vais faire comme en 2022, je vais aller du côté de la peur parce que ça peut me permettre de limiter la casse pour des élections européennes ». Donc vous vous rendez compte, si c'est le cas, de la bassesse du calcul, parce qu'il joue avec la paix et la sécurité du monde pour des élections minables européennes. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème en fait de la France, qui est une sorte de canard sans tête à l'heure actuelle, avec Emmanuel Macron qui ne défend plus les intérêts de la France. Alors justement, je vais vous demander votre avis à tous ici présents justement sur ces déclarations de Macron. On va s'arrêter un peu dessus. Ces propos sur le possible envoi de troupes en Ukraine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Philippe Murer?
Complètement fou, mais je pense que ça correspond à la réalité qu'on a décrite, c'est qu'il y a une grande peur de perdre cette guerre pour l'Occident et notamment l'Union européenne. Parce qu'il y a une population 4 fois plus petite, on est même bien en dessous de 40 millions. 40 millions, c'était au début de la guerre. Il y a eu beaucoup il y a une partie qui est russe, c'est-à-dire les habitants du Donbass sont plutôt côté russe maintenant. On est autour de 28 millions maintenant. 28 millions, donc voilà. Donc le déséquilibre est gigantesque. Il y a un déséquilibre de munitions, puisqu'on sait que la Russie arrive à produire 3 fois plus d'obus que l'OTAN. Et c'est pas la guerre du Vietnam, où les États-Unis se battent à des milliers de kilomètres de chez eux. Les Russes se battent à leurs frontières, quasiment. Et en plus en terre connue, puisqu'ils ont été l'URSS, l'Ukraine. Donc il y a cette peur, c'est-à-dire que la seule... Moi, je serais plus tranché, je suis pas certain, mais l'impression que j'ai, c'est que la seule façon d'empêcher la Russie de gagner, ce que veut Macron, c'est d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine, ou d'envoyer, parce qu'en termes de matériel, on est limité, et d'aller, ou alors d'envoyer des missiles qui peuvent atteindre toutes les villes russes, et donc déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc effectivement, c'est une hystérie guerrière qui est envoyée par Emmanuel Macron. Il y a un risque de Troisième Guerre mondiale, d'après vous, aujourd'hui ? Forcément, toujours. En fait, l'escalade, les guerres, ça commence par quelques phrases vaniteuses en l'air, une gloriole, une erreur, et puis d'un coup, ça s'enclenche. Et après, les dégâts sont considérables. La guerre de 14, ça s'est quand même enclenché par une mécanique des alliances, mais c'était la mort de... Oui. Non, vous avez raison de faire la comparaison avec la guerre de 14. C'était là-dessus que je voulais réagir. Il y a effectivement le fait que la guerre de 14, Première Guerre mondiale, s'est déclenché au prétexte de l'assassinat d'un obscur archiduc que personne ne connaissait oui, d'accord. Mais si vous voulez, où la population française, c'était pas dans une ville qui, pour le coup, Sarajevo, que personne ne connaissait à l'époque. Et donc, si vous voulez, il y a eu une mécanique qui s'est déclenchée. Moi, je voudrais revenir sur les questions que je connais, c'est-à-dire la question du front et de ce qui s'y joue. Vous êtes, quand Emmanuel Macron prononce ces mots, je vais envoyer les gars à Odessa, même si je crois que ça a été contredit, je crois que l'Élysée c'est des propos qui sont rapportés. À peu près de la même teneur, il ne faut pas exclure l'envoi de troupes. Donc, même si ce serait pas mais ça c'était dans le Monde. Là, ensuite, il y a eu l'article du Parisien. Donc oui, c'est pas son initiative. On se demande qui va donner l'ordre à ses troupes d'y aller, si ce n'est le président. Enfin, je veux dire, donc bon, mais passons. Mais si vous voulez, on a affaire là-bas. Et je pense que tous mes confrères qui ont couvert cette guerre, côté ukrainien ou côté russe, en conviendront, une guerre qui est d'une nature totalement différente des guerres que nous avons conduites les 15 dernières années. Notre armée, elle a été façonnée autour des guerres asymétriques, dans lesquelles nous étions la force la plus forte, nous intervenions au Sahel contre des groupes de type avec des kalachnikovs qui n'avaient aucune aviation, qui avaient très peu d'artillerie, qui s'en tiraient en mettant des embuscades, en tendant des embuscades, en disparaissant, en s'évanouissant et en attaquant là au moment où on les attendait pas, en mettant des bombes sur les routes. C'est très important ce que je vous dis là, parce que ça veut dire que tous nos blindés ont été conçus, et les blindés des Américains aussi, toute la catégorie MRAP, par exemple, dans laquelle on trouve les Khazars qui sont fabriqués par les Ukrainiens, etc., et le Max Pro américain, avec un blindage très renforcé dans le châssis. Pourquoi ? Parce que pour éviter justement l'effet de ce qu'on appelle des IED. Et en revanche, le blindage sur le pourtour est relativement fragile, beaucoup plus fragile que celui des T-72 russes, qui eux sont des machines qui ont été faites, profilées d'ailleurs, pour les plaines dans lesquelles elles combattent actuellement. L'avantage de la Russie, c'est que ça fait 50 ans qu'ils s'entraînent sur le terrain précisément où ils mènent la guerre aujourd'hui. Nous, on a conçu toute cette variété de véhicules ultra performants, de Léopard, de Bradley, de Challenger britanniques, de M1A1, donc des Abrams américains, pour des configurations ou désertiques dans lesquelles il fallait que les véhicules, si vous voulez, ces véhicules ont entre 1 mètre et 1,5 mètre de plus que les véhicules russes, qui eux peuvent se planquer, sont sur la plaine, tandis que les autres, on les voit, donc il y a un défaut, si vous voulez, au niveau de l'équipement. Ça, je ne vous parle pas
du problème qu'a l'armée ukrainienne, c'est d'intégrer tous ces équipements totalement différents. Vous ne pilotez pas un Challenger comme vous ne pilotez un Léopard, comme vous pilotez un Bradley. C'est une technologie totalement différente qu'il faut que les Ukrainiens apprennent. Donc les Ukrainiens ont à apprendre à utiliser ce matériel qui n'a pas été conçu pour une guerre de haute intensité comme celle-ci, tandis que les Russes, la guerre de haute intensité, c'est leur programme depuis toujours. C'est toutes les études. Alors ils ont vécu l'Afghanistan, ils ont appris beaucoup de choses en Afghanistan. Et comme on en parlait tout à l'heure, les Russes sont très doués pour apprendre de leurs échecs et pour mettre les choses immédiatement en application. Donc si vous voulez, vous avez une guerre de haute intensité qui est conduite avec des armées qui ont été faites pour la guerre asymétrique. Et aujourd'hui, contrairement à ce que je pense, l'image que s'en fait Emmanuel Macron quand il dit « je vais envoyer des troupes », c'est pas des forces spéciales qu'il faut. C'est des types pour tenir des tranchées. C'est des types pour tenir des positions défensives. Vous n'allez pas envoyer le commando Hubert qui va régler le problème alors qu'on a envoyé le commando Hubert pour régler le problème en Afrique pendant 15 ans. Vous voyez, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une armée qui n'a pas été faite, qui n'a pas été conçue pour ce type de guerre. Jacques Sapir, comment vous expliquez un président de la République, comme le disait Régis Le Sommier, ait pu tenir donc de tels propos quand on écoute ce que dit Régis? Et d'autre part, et voilà la question sous-jacente que j'aimerais vous poser à tous, est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts aujourd'hui à mourir pour l'Ukraine? Alors, en ce qui concerne les déclarations, que ce soit celles d'Emmanuel Macron ou celles de Gabriel Attal, voire celles de Stéphane Séjourné, c'est quand même très étrange. Parce que militairement, et je dirais stratégiquement, Macron avance une proposition qui ne correspond pas à la demande des Ukrainiens. Les Ukrainiens ne veulent pas de troupes étrangères pour l'instant chez eux. Ils veulent du matériel, ils veulent des munitions. Premier point. Deuxièmement, qui est rejeté par la première puissance de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Il dit non, il n'est pas question no boots on the ground. On ne mettra pas les gars. Bien sûr, on peut mettre quelques forces spéciales, on peut mettre quelques spécialistes qui vont diriger les batteries de patriotes, etc. Ça, elles sont déjà là, mais il n'est pas question d'aller au-delà. Bon, en fait, Emmanuel Macron se positionne comme si il anticipait l'effondrement du front ukrainien, pas nécessairement maintenant, mais peut-être en septembre, en octobre, etc. Et qu'à ce moment-là, il veuille déployer des troupes françaises. Mais alors, quelles troupes ? Ça ferait partie des troupes qui seront déployables. Ça veut dire, au grand plus, 20 000 hommes. Au grand plus. On en a 30 000 de troupes déployables. Donc, 20 000 hommes, probablement moins, et qui seraient censés servir un petit peu, je dirais, de fil d'alerte. C'est-à-dire, pour dire aux Russes, bon, si vous commencez à affronter ces troupes-là, nous utiliserions l'arme nucléaire. Mais c'est idiot. C'est absolument idiot. Ça ne fonctionnera pas. Et par ailleurs, la doctrine ex-soviétique, mais qu'ont reprise les Russes, c'est on ne veut pas utiliser les armes nucléaires. Bon, quoi qu'on en dise ici, en France et en Europe, on ne cherche pas à utiliser les armes nucléaires. Les armes nucléaires sont là pour dissuader du nucléaire, pour faire en sorte que l'autre n'utilise pas le nucléaire contre nous. Bien. Par contre, si vous mettez des troupes sur le terrain, eh ben on leur cassera la gueule. Mais on leur cassera la gueule de manière non nucléaire. Bon, et on peut tout à fait le faire. Donc voilà. Donc ça, déjà, stratégiquement, je pense qu'il y a une erreur. Et sur le sentiment national, alors après, français... avant de venir sur le sentiment national, il y a quand même quelque chose d'important. C'est quand on reprend ces discours, le nombre de mensonges qui sont dits les uns après les autres. Ça, si vous voulez, c'est absolument incroyable. Sur l'origine de la guerre. Comme si les événements du 20 février sur la place Maïdan n'avaient pas existé. On sait aujourd'hui que c'est une provocation. On sait aujourd'hui que les tireurs étaient du côté de l'extrême droite, pas du côté du président ukrainien. Si vous voulez, tout cela maintenant, c'est su, ça a donné lieu à des papiers scientifiques. Sur le coup d'État de Maïdan, c'est ce qu'a dit Victoria Nuland. Voilà. 5 milliards de dollars mis pour le coup d'État de Maïdan, ce qu'elle dit devant le Sénat américain. Tout à fait. Et là, elle va être obligée de démissionner
Parce que le FBI a fait une enquête et s'est rendu compte que ce n'était pas 5 milliards de dollars uniquement pour ce coup d'État, mais que c'était 12 à 14 milliards de dollars. C'est énorme ce coup d'État de Biden. Il faut savoir, c'était devant le Sénat américain. Alors Jacques Sapir, on va finir sur le sentiment national aussi français à l'égard de l'Ukraine. Sur ça, la présentation de l'Ukraine comme un pays démocratique, ce qu'elle n'est pas, si vous voulez, le gouvernement ukrainien a interdit 11 partis, dont certains d'ailleurs appelaient à prendre les armes contre les Russes. C'est ça qui est absolument étonnant. Bon, le gouvernement ukrainien se choisit comme héros des gens qu'il faut bien appeler des génocidaires. Je parle des gens, enfin des anciens dirigeants de l'UNB ou de l'UPA. Bon, Shevkevitch, Bandera, bon. Après, sur l'économie russe, là, c'est quand même tout à fait étonnant. Le déni dans lequel on est. On continue de répéter cette vieille fadaise comme quoi l'économie russe serait égale à l'économie espagnole, alors que il suffit de regarder les chiffres qui sont donnés par les organisations internationales. Aujourd'hui, la Banque mondiale hésite à classer la Russie en 5e ou en 4e position mondiale. Bon. Oui, parce qu'on utilise la parité de pouvoir d'achat, ce qu'il faut faire quand on veut comparer deux pays, par ailleurs. Bon. Voilà. J'aimerais qu'on vienne sur ces propos de Macron, de l'envoi possible de troupes ou pas, sur le sentiment national français. Est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts aujourd'hui à mourir pour l'Ukraine? Voilà la question. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors après, on va au Parlement, là, il y a eu quand même un vote qui a eu lieu. Mais ça a été une farce de vote pour vous, consultatif ou non, pas? alors, je ne pense pas que c'était une farce, parce que je pense que symboliquement, il aurait été important que le vote soit négatif. Je pense que symboliquement, parce que justement, c'était un moyen de dire au président, n'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Un signal à la population française. Un signal aussi. Et une chose importante, le traité qui a été signé à l'Élysée le 16 février compromet toute possibilité de paix, ou en tous les cas risque de retarder une possibilité de paix. Donc ça déjà, si vous voulez, ça me semble absurde. Après, les soldats que l'on enverra seront des professionnels. Ce ne seront pas des appelés, il n'y a plus d'appelés. Ce ne seront même pas des engagés avec un contrat de courte durée. Ce seront certainement des professionnels. Mais symboliquement, le retour des cercueils risque de provoquer un mouvement extrêmement important. Dernier point, sur le sentiment national. Ça a eu, à mon avis, l'effet inverse de celui qui avait été calculé. Macron calculait le fait que, en décidant de cet envoi, il envoyait un message clair de détermination à Vladimir Poutine. Ce qu'il a envoyé en réalité, quand on l'analyse à travers les publications russes, en regardant que ce soit les publications des journaux, etc., ou les chaînes Telegram des influenceurs. Vous ne pensez pas que ça peut être un stratagème, comme le disait Charles-Henri Gallois, sur la stratégie avant les européennes? Peut-être. De se regonfler sa popularité? Il y a d'autres partis. Hein. Peut-être. C'est un coup à plusieurs bandes aussi. Peut-être, hein. peut-être. Mais je dirais, pour moi, ce qui m'importe, c'est que quand il a fait ça, il s'est comporté comme le meilleur agent électoral de Vladimir Poutine. Et si Vladimir Poutine est passé de 76-77% en 2018 à plus de 88% là, il y a quelques jours. Mais oui, c'est parce que les Russes se sont dit, ah ben voilà, ce qu'on nous disait, l'OTAN en fait veut intervenir, c'est une guerre par Ukrainiens interposés, mais que mène l'OTAN contre la Russie. Eh ben oui, notre presse avait raison, ce qu'on nous dit à la télévision, c'était vrai, puisque le président français tient ce type de discours. C'est absolument catastrophique, si on veut, quand on réfléchit à ça. Donc, je pense que qu'il y ait eu des visées électorales, bassement électorales sur la France, c'est tout à fait possible. Mais je pense que fondamentalement, on est face à des gens, que ce soit le président ou le Premier ministre, qui vivent dans un déni de réalité et qui, au nom de ce déni de réalité, se permettent des choses quand même assez effrayantes. Le fait que, par exemple, Gabriel Attal ait
dit devant l'Assemblée nationale le slogan des génocidaires ukrainiens, Slava Ukraine, Slava Geroi, Slava Ukraine, c'était ce que disaient les gens de l'UPA. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait inouï. Jacques Sapir, Philippe Murer, vous qui êtes justement économiste, j'aimerais quand même qu'on précise, on s'arrête un petit moment sur justement ce que coûte aussi cette guerre en Ukraine, notamment à la France. Parce que c'est vrai, quand on entend Emmanuel Macron qui dit qu'il va envoyer 3 milliards de plus, l'Europe, je crois aussi 40 milliards. Où trouve-t-on cet argent? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'ailleurs avant cette émission. On l'emprunte. Voilà, alors où trouve-t-on cet argent? Bah, on n'en trouve pas pour les agriculteurs, on en trouve à peine 150, et là on trouve 3 milliards, voire 12 milliards d'après Thierry Mariani. C'est vrai qu'en un mois, c'est Mariani qui a dit ça sur les réseaux sociaux, qu'on avait trouvé 12 milliards, 3 milliards en France, mais il y y avait donc 18,2%. Voilà, en fait, il y a des petites sommes qui revenaient à la France, donc ça revenait à 12 milliards en un mois. On doit être à plus de 20 milliards d'euros depuis le début de la guerre. Alors, 30 milliards, milliards. même dit. Et c'est vrai que personne ne fait trop la publicité de ces chiffres-là, ça au gouvernement. Et Thierry, en fait, on emprunte. Il a dit 12, mais c'est 30. Au lieu d'emprunter, vous dites 30 même. Au lieu d'emprunter 140 milliards d'euros de déficit, avec le déficit, ils empruntent 170 milliards d'euros. Ils rajoutent 30 milliards d'euros de plus. D'une certaine manière, je simplifie. C'est pas du cash, en fait. Il y a des prêts, il y a des armes et il y a effectivement des dons. Donc, mais globalement, l'enveloppe, effectivement, ça correspond à ce montant-là. Notre contribution à l'Union européenne, c'est une contribution essentiellement d'argent qu'on envoie. Mais par exemple, sur la contribution directe, en bilatéral, franco-ukrainienne, qui concerne donc essentiellement les armes, les 3,7 milliards sont comptabilisés au coût de remplacement des armes, pas au coût qu'elles ont coûté aux contribuables français. En fait, c'est la moitié. Ouais. Alors, on a choisi cette méthode de calcul pour faire les gros bras face aux Allemands. Ouais. Mais en fait, c'est nettement plus faible. Enfin, pour autant, Macron ne trouve jamais 1 euro pour les Français qui n'arrivent plus à manger. Maintenant, on a quand même des Français qui n'arrivent plus à manger. Hein. Il dit qu'il faut faire une économie de 10 milliards, Bruno Le Maire. Voilà, 10 milliards d'euros. Il augmente de 6 milliards d'euros l'électricité par des taxes nouvelles. Enfin, les gens ont déjà du mal à se chauffer quand même. On en est là. Et ils ont déjà du mal à manger. Donc si l'électricité coûte plus cher, on a des arbitrages. Et c'est vrai que pour la guerre en Ukraine, c'est infini. Mais c'est vrai que Macron est plutôt le président de l'Union européenne. Il se prend comme un président de l'Union européenne, de l'Europe. C'est l'Europe. Son but est non la France. Il n'est pas président de la France. Ça ne l'intéresse pas de s'appuyer sur la France. D'autant plus que c'est stupide parce que je pense que cette guerre, malheureusement, est perdue. Avec de fortes chances pour l'Ukraine, à moins que l'OTAN prenne tous les moyens et donc fasse un risque de 3e guerre mondiale. On a les moyens donc de mener cette guerre quand c'est perdu, quand c'est quasiment... Alors, la mener, nous... Alors, Hippolyte Borgo et Régis Sommier. J'ai été pendant très longtemps, tout le temps d'ailleurs, membre de la commission des affaires étrangères des forces armées françaises du Vous aviez Sénat. même, vous m'avez dit en antenne, vous étiez dans l'avion de François Hollande à l'époque des accords de Minsk, c'est ça? Avec lui, avec lui, et puis j'ai vu également pas mal de monde. Ce que je veux dire simplement... le titre de la deuxième partie, c'est la guerre en Ukraine. Donc, comme chaque fois dans une guerre, c'est comme dans un match de foot. Il y a deux équipes. Donc, il faut faire l'inventaire du rapport de force de chacune des équipes. Je l'ai fait, moi, en 2017. Alors, je ne peux pas dire, c'est un peu confidentiel. On était le président, le vice-président, moi-même, et avec des Français qui suivent ce dossier. Le rapport de force entre l'OTAN et la Russie en 2017, quand j'ai quitté le Sénat, toujours un peu l'actualité, il était de 15 pour 1 ou de 10 pour 1. Pour la démographie, pour le financement de militaires, pour la marine, pour la terre, pour tout cela. C'est-à-dire que, normalement, l'OTAN aurait dû écraser la Russie. Il faut bien comprendre ce rapport de force. 15 pour 1. De 15 pour 1 à 10 pour 1, selon les catégories démographiques. Il faut savoir que le budget de la Russie à l'époque de défense devait être un peu plus élevé que le nôtre, de peut-être 50-55 milliards d'euros. Et il faut savoir que rien que le budget des États-Unis, actuellement le budget des États-Unis, c'est 1400 milliards, c'est bien ça. Et là-dessus, 54% sont pour la défense. Est-ce que vous imaginez qu'en France, nous puissions avoir un budget, je ne sais pas la somme exacte, 400 peut-être ça, oui, et qu'on ait 50% de ce budget qui part pour la défense. Donc si vous voulez, le rapport de force en début de guerre, quand elle a eu lieu, c'était vraiment, la Russie était écrasée. Sauf qu'à l'époque, les spécialistes avec qui je travaillais, donc je suis un peu confidentiel pour dire qui se pouvait être, nous ont dit, mais vous savez, la Russie a très bien compris tout cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a énormément investi sur l'intelligence, ces mathématiciens, qui sont un peu les meilleurs du monde, dans les missiles antimissiles.
Et deuxièmement, la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que nous. Il faut savoir que nous, en France, nous sommes les grands spécialistes des missiles hypersoniques. C'était un professeur qui s'appelait Jean-Pierre Petit, qui était au CNRS jusqu'en 92, qui était le grand spécialiste de la missile hypersonique. Et puis en 92, je ne sais pas si c'est d'ailleurs la droite ou la gauche, je crois que c'est plutôt la gauche, considérait que c'était de l'argent perdu, donc on l'a mis dehors. Il est toujours vivant, il peut vous raconter tout cela. Et la Russie a énormément investi dans l'hypersonie. Et moi, je me souviens au début de la guerre, une petite missile hypersonique est partie. Et je tombe sur un de mes amis, je n'étais plus parlementaire, je tombe sur un de mes amis députés, qui était le grand spécialiste de tout ça. Je lui dis, tu sais, avec ce que j'ai vu ce matin, là, ce missile hypersonique, j'ai l'impression que tous les milliards de l'OTAN, américains, et puis tous les pays, ça part en fumée. Il m'a dit, tu as raison. C'est-à-dire que la Russie a occupé maintenant un créneau de puissance qui est supérieur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Biden a surtout dit, pas de guerre nucléaire. Pas de guerre nucléaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais revenir sur l'affaire de l'accord Ukraine-Russie. Et c'est là où je ne comprends pas le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Parce que moi, j'étais pendant tout le temps membre de cette commission des affaires étrangères et de la défense, et tous les accords qu'on avait, on les votait. Et quand il y a un accord comme ce qui s'est passé Ukraine-Russie, l'article 53 de la Constitution oblige pour être ratifié, d'avoir une loi. C'est-à-dire que le test qu'ils ont fait, le vote qu'ils ont fait, c'est l'article 51 qui ne correspond à rien, c'est juste un vote politique. Et je n'ai pas compris, si vous voulez, que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale se laissent aussi humiliés par l'exécutif. C'est-à-dire que ce contrat n'a aucune valeur juridique. N'a aucune valeur juridique. Deuxième point, sur cette affaire de... Bon, c'est le deuxième point, mais l'idée m'est parti... Oh, attendez. C'était sur ce vote. Sur l'accord de sécurité. L'accord de sécurité. Donc voilà, et là-dessus, donc, ce qui fait, si vous voulez, que... Ah oui, autre chose. Sur cette affaire d'accord, il faut bien comprendre que cet accord Ukraine-Russie, Ukraine-France, Ukraine-Allemagne, Ukraine-Italie, c'est un accord qui a été fait dans les bureaux de Washington. Parce qu'il fallait, avec l'arrivée de Trump et le risque de guerre nucléaire, il fallait permettre à chacun des pays qui n'avaient aucun accord de défense avec l'Ukraine. On est allé défendre l'Ukraine, on n'a aucun accord de défense. Mais on est malade, on est malade. Depuis le début, mais pourquoi aller se tuer pour l'Ukraine? On n'a aucun accord. Ils ne sont pas dans l'Europe, on n'a rien. On n'a qu'un accord économique entre l'Union européenne et l'Ukraine. C'est le seul accord. Mais par ce contrat, ça permet à chacun des pays d'avoir un accord avec l'Ukraine et surtout d'éviter l'article 5 de l'OTAN qui implique la solidarité de tout l'OTAN. C'est-à-dire que tous ces imbéciles, excusez-moi, je suis méchant avec mes collègues, mais ont voté ce texte qui les met en première ligne face à la guerre, face à la Russie. Et en votant ce texte-là, heureusement, ça n'a pas de valeur juridique, ils se sont dégagés de la protection de l'OTAN qui est l'article 5. Voilà en gros les choses. J'ai essayé d'expliquer à quelques collègues qui se sont réveillés après le vote. Voilà, je dis ça parce que c'est le b.a.-ba de la réflexion constitutionnelle. Voilà. Régis Le Sommier, et on parlera des ambitions de Poutine aussi en Europe, parce qu'on spécule beaucoup là-dessus aussi. Là, on a été sur quelle question, pardon? On était sur déjà l'économie, se dire que c'était quand même sidérant qu'on trouve tout cet argent pour aider l'Ukraine. Et puis, juste sur l'économie d'ailleurs, il y a l'argent que ça nous coûte, mais il y a l'argent de la hausse des prix de l'énergie que ça a coûté aussi. Et ça a coûté très cher à l'économie et à l'industrie française et allemande. Et à la dette publique, parce que je rappelle quand même que le bouclier tarifaire, ça a coûté 50 milliards d'euros pour protéger un prix fictif de l'électricité. Moi, j'ai fait un petit calcul des pertes de croissance induites par la guerre et les sanctions. Ça a coûté aux pays de l'Union européenne, en termes de perte de croissance, 3 fois ce que cela a coûté à la Russie. Donc pour la France, c'est un petit peu moins que ce que ça a coûté pour la Russie, mais pour l'Allemagne, par exemple, c'est 1,5 fois ce que ça a coûté pour la Russie. Car notre électricité, elle n'est pas prête de baisser en termes de prix. Non. Régis Le Sommier. Si je peux intervenir sur un domaine qu'on n'a pas exploré depuis le début de ce débat, c'est la position des Américains. Et la position des Américains, mine de rien, ils se sont retirés. C'est-à-dire qu'en fait, prétextant une politique intérieure, une année électorale,
des problèmes aux frontières. Ils se sont retirés, eux, précisément parce que leur Congrès n'a pas voté. Exactement. Et les Républicains, au départ, ont mis dans la balance la question du règlement des frontières qui sont totalement poreuses, dans lesquelles des millions d'immigrés rentrent tous les ans. Ils ont voulu mettre dans le même paquet l'aide à l'Ukraine et cette question de la fermeture des frontières. Le gouvernement Biden a refusé. Aujourd'hui, les Républicains sont allés plus loin puisqu'ils réclament des négociations en Ukraine. Les Républicains, Marco Rubio, qui était un néoconservateur absolu, en tout cas conservateur, on dira, bec et ongle du côté de l'Ukraine. Lindsey Graham, qui lui, pour le coup, est un néoconservateur, pour lequel j'ai écrit un bouquin sur l'Ukraine, je l'ai intitulé « Jusqu'au dernier Ukrainien ». Et c'était une phrase prononcée en janvier 2023 par le même Lindsey Graham qui disait clairement, les Américains étaient cash, ils ne cherchaient pas à faire avec nos armes et avec l'argent américain, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. C'était la phrase, voilà. Aujourd'hui, Lindsey Graham n'est plus du tout sur cette longueur d'onde. Il parle de prêts à l'Ukraine pour l'aider à se défendre, prêts que l'Ukraine devra rembourser. C'est ce qu'ils disent les Américains, c'est cash. C'est-à-dire aujourd'hui, donc on se rend jamais, compte. on le sait bien. Ben oui, nous, on donne de l'argent avec notre extrême générosité pour aider ce peuple qui est agressé par son méchant voisin. Donc en fait, c'est ça. Nous, on est dans cet état d'esprit. Eux sont dans l'idée que, et tous les politiciens américains, je pense en particulier à Mitt Romney, le sénateur, vous savez, qui s'était présenté aux élections, qui lui disait c'est the best deal ever, la meilleure affaire. Pourquoi ? Parce que on combat la Russie, on l'affaiblit. Alors bon, là, d'après ce que nous disait Jacques Sapir, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, on la combat. Et on n'envoie pas de soldats. C'est formidable. Et en plus, on fait marcher notre industrie d'armement. Donc les Américains, ils sont allés à fond. Et là, aujourd'hui, ils ne sont plus là. D'où la panique aussi. D'où l'opportunité, ou la fenêtre d'opportunité qu'Emmanuel Macron a vue en se disant, tiens, je pourrais peut-être en profiter pour devenir le président de l'Europe. Comme tout ça commence à être extrêmement flou. Hein. Il y a une ressemblance avec le Covid. Regardez le travail de Thierry Breton. La peur. Ce que fait Thierry Breton. Thierry Breton essaie de devenir le super commissaire à la défense. Mais depuis quand, dans l'Union européenne, la défense, on parle de la défense européenne, tout le monde rigole depuis des années. La défense, ça reste la marque de la souveraineté des nations. Et c'est les défenses multiples qui s'accordent, ou qui s'accorderont peut-être, mais ça ne peut pas être un super commissaire. C'est ce que fait. C'est un point intéressant, parce qu'il y a une dérive, ils se servent de ça. Il y a deux choses. Ils ont peur de l'élection de Donald Trump, qui avait clairement dit « Avec moi, en quelques jours, je mettrai fin à la guerre en Ukraine ». Et je pense que si jamais il était élu, c'est ce qui se passerait. Donc il y a un raidissement là-dessus. Mais il y a aussi, comme d'habitude avec les partisans de l'Union européenne, un effet d'opportunité. Comme ce qui s'était passé lors du Covid, ils profitent de la crise pour se dire on va aller plus loin, donc on va faire une défense de l'Union européenne. Ce qui n'est pas dans les traités, ce qui n'a été ratifié nulle part. Mais lors du Covid, il n'y avait absolument rien dans les traités, mais ils profitent de chaque crise pour faire une sorte de coup d'État pour aller vers une Europe fédérale. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Là aussi, même si c'est symbolique, exactement comme l'accord de défense Ukraine-France, il y a eu une résolution à la fois au Parlement européen, mais également à l'Assemblée nationale, qui explique qu'on doit aller vers une Europe fédérale qui a été votée par évidemment les macronistes, mais aussi par une partie du PS et autres, qui nous explique qu'il doit y avoir une présidente de l'Union européenne, la fin du droit de veto, mais également des avancées en matière de santé et de défense, d'aller vers une Europe fédérale. Donc évidemment, ça doit passer derrière par un vrai traité, donc par l'unanimité, mais on voit cette idée de servir de la crise pour le faire avant même en fait que ce soit voté, comme ils avaient fait d'ailleurs pour le traité. Alors c'est de servir sur la crise la raison pour laquelle pour aller vers plus d'Europe fédérale. Tu m'interromps à chaque fois, je ne sais pas ce que j'ai. Plus d'Europe fédérale, mais il y a aussi, comme pour le Covid, la peur. Parce qu'il faut comprendre que toute l'oligarchie occidentale est dépassée. Elles ont des très mauvais résultats en concernant la politique de leur pays, des très mauvais taux d'approbation par les gens, mais ça dure depuis 40 ans, avec la destruction de l'industrie, de l'économie, de la sécurité, de l'immigration qui ne conviennent pas du tout aux populations occidentales. Donc leur manière maintenant de gérer, c'est par la peur. On a eu l'épisode de peur du Covid, une maladie qui était certes dangereuse, mais dangereuse comme une très grosse grippe, et pas plus. Et on a eu 2 ans, on a vécu 1 an confiné, 1 an et demi confiné, vaccin obligatoire, etc. Quasi obligatoire. Donc il y a eu cet épisode de peur.
Il y a un nouvel épisode de peur avec l'Ukraine. Si d'ailleurs nous sommes considérés par les médias des pro-Poutine, on prend des risques, parce que le système médiatique dit non, il faut tous penser la même chose. Donc c'est la peur pour gouverner une population. Marine Le Pen d'ailleurs. Exactement. De Et un début de totalitarisme. On n'a plus le droit de penser. On n'a plus le droit de penser qu'un pays comme la Russie, on peut négocier la paix plutôt que de vouloir la guerre. On n'avait plus le droit de penser pour le Covid. Et donc ça, c'est la conséquence d'une oligarchie qui est dépassée. Et quand les systèmes sont dépassés, le progressisme est dépassé, et bien évidemment, ils deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus agressifs, de plus en plus censureurs, ce qui explique les problèmes de liberté d'expression qu'on subit tous et les problèmes de vouloir fermer ces news, etc. Tout ça est dans un continuum de peur pour essayer de tenir une population qui n'est pas convaincue par les gouvernements et leurs politiques. Justement, Jacques Sapir, tout à l'heure, on parlait de ce soutien à la fois en munitions, en argent. Comment vous expliquez finalement l'échec de l'Ukraine avec tout ce soutien massif de l'Occident et quelle sera, à votre avis, l'issue de cette guerre ? Tout d'abord parce que l'argent, ça ne fait pas les munitions. Le problème, c'est que nous avons des dirigeants qui s'imaginent qu'ils rentrent les poches pleines de billets dans un supermarché et qui vont dire « Ah tiens, là, je prends cette boîte de munitions, je prends celle-là, et puis, de toutes les manières, je peux payer. » Non, pour produire des munitions en grande quantité, et je rappelle que la Russie a triplé sa production dans l'année 2022, elle est passée de 700 000 obus de 152 mm par an à 2 millions 100, voilà. Et qu'elle a ensuite encore augmenté de 50%. Elle est actuellement probablement autour de 3 millions à 3 millions de production par an. Annuel. Donc elle produit beaucoup plus que les États-Unis et l'Union européenne combinés. Donc ça, il faut le dire. Donc ça explique, dans une guerre d'attrition, qui est une guerre où, évidemment, on utilise massivement des munitions. C'est une guerre d'artillerie, faut pas. On parlait de 14-18. Là, on est dans des scénarios à la Verdun, avec les drones en plus. Voilà. Les drones, c'est une complication, mais la base, c'est de l'artillerie. Et dans la courte portée, dans la courte portée et dans la moyenne portée, les Russes sont imbattables. Les Ukrainiens, le canon César, c'est 42 km, donc c'est beaucoup plus précis. Mais les Ukrainiens n'ont pas besoin de canon César. Ils ont besoin de 252 mm. Ils ont besoin du bon vieux gros canon. En masse, en nombre, mais ils en ont moins que les Russes. Et les Russes écrasent véritablement avec ça. C'est l'industrie qui fait la victoire. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que la guerre de 39-40, vous avez d'un côté 49 000 chars allemands et 300 000 chars russes, américains en face. Alors, il y a une autre dimension là-dedans, c'est que le matériel que nous produisons dans l'OTAN, que ce soit français, allemand, etc., ou les Américains, est un matériel qui est beaucoup trop cher. Un obus de 155 mm moderne vaut 10 fois plus qu'un obus de 152 mm standard. Alors bien sûr qu'il est plus efficace. Il a peut-être une efficacité létale de 20 ou de 25%. Mais quand l'adversaire a pour le même prix 10 obus, même un petit peu moins efficaces, on voit ce que ça fait. Même chose pour les chars. Les chars américains, les M1, alors le Challenger britannique coûtait de toutes les manières une fortune pièce, donc je l'exclus. Le Léopard 2, même chose, qui était un char qui a été produit en grande quantité. Malgré tout, les prix de production sont 6 à 8 fois supérieurs à celui du T-72 de la dernière génération, ou du T-80 de la dernière génération. Donc, il y a aussi cette dimension. Et donc, tout cela fait que à un moment donné, on peut donner de l'argent, parce que l'argent, on en imprime, on fait du crédit, c'est la Banque centrale qui fait du crédit en réalité, mais ça ne se transformera pas en armes, parce que les capacités de production, que ce soit dans l'Union européenne ou aux États-Unis, sont insuffisantes. Dernier point. Vous savez pourquoi les États-Unis, qui produisaient autour de... vraiment rapidement, parce que c'est vrai que tu as un décalage de temps de parole par rapport aux autres. Le dernier point, un point crucial, le handicap de l'Ukraine, c'est qu'ils ont des doctrines militaires héritées de l'époque soviétique et qu'on veut leur imposer des doctrines militaires de l'OTAN ou des pays de l'OTAN. Donc il y a plusieurs philosophies. Certains Ukrainiens qui ont été entraînés par les Français, les Anglais, etc., ont prononcé cette phrase en disant « Vous essayez de nous apprendre une guerre qui n'est pas celle que nous combattons sur le terrain ». Ça revient à ce que je disais tout à l'heure.
armée occidentale habituée aux guerres asymétriques contre des guérillas depuis trop d'années. Là, on est sur de la haute intensité, on est sur un autre type de guerre. Et là, il y a un vrai problème. Et les Ukrainiens ont non seulement plusieurs systèmes d'armement auxquels ils doivent maîtriser, mais ils ont en plus deux philosophies militaires. Oui, dernier point. Le matériel occidental est trop fragile. Là, j'ai pu lire les interviews de responsables ukrainiens de batterie de César qui disent « Le César, c'est un très beau matériel. Le problème, c'est que il est beaucoup trop fragile, il ne tient pas. » On a eu le même problème avec les automoteurs de construction allemande qui ont été donnés par les Polonais. Il y a des cas où la culasse s'est détachée du canon après 250 coups. Je signale que dans un automoteur, un problème avec la culasse, ça tue l'équipage. Et ils ne sont pas faits pour tirer autant. Tout à fait. C'est-à-dire que le canon se fausse et sur certains équipements occidentaux, vous avez une différence de 70 mètres à l'arrivée. Par rapport, alors que ce sont censés être des armes beaucoup plus précises que celles des Russes. Dernier point qui m'a beaucoup interpellé, c'est Philippe Murer qui parlait de l'emploi de la peur. Justement, on parle des velléités de Vladimir Poutine d'aller plus loin en Europe. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est fondé ou pas? Allez, Ivo Tsodiborgo. Sérieusement, alors écoutez, moi-même, j'ai rencontré Poutine et je vois tous les gens qui connaissent, Poutine, bien sûr. Mais la réflexion, quand on voit les parlementaires russes, ils disent, mais vous savez quel est notre pays? 9 fuseaux horaires, plus de 100 ennemis. Vous croyez qu'on va vouloir aller dans d'autres pays? On veut simplement l'affaire de l'OTAN et de Donbass, on veut simplement protéger les Russes qui étaient bombardés par Kiev. Mais c'est une stupidité. Évidemment, le narratif OTAN, le narratif Macron, c'est une stupidité. Vous avez des gens qui connaissent très bien, là encore, j'ai écouté Elena Perrou, qui était la conseillère de Chirac, qui dit mais comment peut-on dire de telles stupidités? Que voulez-vous qu'il fasse? Que voulez-vous? Pourquoi voulez-vous qu'il vienne? On avait à l'époque l'Union soviétique qui était dans une pensée marxiste et qui était la pensée, si vous voulez, qui devait contrôler le monde. Et donc c'était une autre logique. Là, pas du tout. Là, les Russes, ils ont à gérer leur pays. Je le répète, 11 fuseaux horaires, plus de 100 ennemis et je ne sais plus combien de langages. Et vous croyez qu'ils vont venir s'embêter en Ukraine ou dans les pays baltes? Vous croyez qu'ils vont aller là-bas chez les Polonais? Il dit c'est ces ivrognes de Polonais, enfin je vois qu'ils caricaturent. Mais ils n'ont pas envie de dire ça. C'est vrai que le Poutine égale Hitler, c'est aussi un mécanisme de peur, c'est un mécanisme de prise de contrôle de l'opinion. Si c'est Hitler, il faut se battre. Sauf que Hitler, la première chose, les autocrates généralement, Hitler dans Mein Kampf, il avait annoncé ce qu'il voulait faire. Il avait annoncé qu'il voulait annexer et se battre en Europe pour avoir un espace Staline avait dit la même chose. Allemand. Poutine, jamais. Poutine, ce qu'il a dit, il voulait, depuis le début, je ne veux pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Et ça fait depuis très très longtemps, au moins 2008. 2007, Et je veux un système de sécurité en Europe. Et l'autre chose importante, même les autre chose importante, c'est que les services de renseignement américains ont dit que Poutine n'allait pas attaquer les pays de l'OTAN très récemment. Donc un rapport de la CIA et de la DIA qui est sorti. Il faut être cohérent. Donc il faut être cohérent. Comment vous voyez les suites de cette guerre? On nous explique matin, midi et soir que la Russie ne serait pas capable d'envahir l'Ukraine, qui serait nulle partout. Et maintenant on nous dit qu'il pourrait aller jusqu'à Paris. C'est grotesque évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, le rapport de force démographique entre l'OTAN et la Russie fait qu'il faut être un demeuré complet en matière de géopolitique pour penser que la Russie va envahir la France. Imaginez que la Russie occupe même, ne serait-ce que les pays baltes, la Roumanie et la Pologne. C'est des pays qui ont été... Déjà, c'est déclenché l'article 5 dont on parlait tout à l'heure. Donc automatiquement, on rentre dans un autre type de guerre. Mais surtout, ce sont des populations hostiles aux Russes, qui ont été occupées quelque part par la Russie à l'époque du pacte de Varsovie. Donc c'est Russes, mais qui ont quand même 500 000 Russes chez eux qui n'ont pas la nationalité. Oui, c'est vrai. Sur les Estoniens en particulier. On parlait de la Russie, de la guerre en Ukraine. Comment vous envisagez qu'après toute cette période, on puisse reconstruire une relation pacifique avec la Russie? Il faudra d'abord... Ce sera compliqué, hein? Non, il va falloir que l'on pense un traité de sécurité au niveau européen. Dans ce traité, il y aura des conditions qui concerneront l'Ukraine, qui impliqueront très probablement que l'Ukraine reconnaisse la perte de territoire, que l'Ukraine reconnaisse qu'elle a un statut de neutralité, qu'elle soit en partie désarmée, et là je pense par analogie au traité soviéto-finlandais de 1946, donc pas d'armement agressif, offensif, etc. Bien, qu'on arrive à avoir donc un traité de sécurité. Après,
normalement, la Russie devrait demander, en contrepartie des concessions qu'elle ferait, que l'on enlève une partie des sanctions. Mais je dis bien une partie parce que je pense, malheureusement, que l'on restera pour une période très longue, 20, 25 ans, avec un commerce qui sera réduit. Dernier point. Je pense qu'il est temps de commencer à s'inquiéter du ressentiment qui montera contre les Européens en Ukraine. Parce que si une partie de la population ukrainienne accueillera, je dirais, avec soulagement la paix, une autre partie extrêmement nationaliste, voire fascisante, voire nazifiée, une partie, elle se sentira trahie parce qu'on a trop promis aux Ukrainiens. Zelensky a annulé les élections présidentielles. Oui, et ça c'est une chose très importante. Nous avons beaucoup trop promis aux Ukrainiens. Et donc ça veut dire que quand ils verront qu'on n'est pas capable de tenir nos promesses, ils auront un sentiment de ressentiment contre nous. Et donc là, ça pose un problème de terrorisme en Europe occidentale. Effectivement, et si on continue à ne pas vouloir engager des négociations, parce qu'il faut quand même savoir que Poutine avait demandé des négociations en décembre 2021, il en a fait en avril 2022 qui ont été sabotées, où l'Ukraine s'en sortait très bien, les Russes se retiraient, pas d'adhésion à l'OTAN, armée limitée, ce que disait Jacques Sapir. Et ils en ont encore redemandé à chaque fois. Et Poutine, d'ailleurs, dans l'entretien avec Tucker Carlson, il ne se leurre pas trop, mais il veut des négociations. Il n'est pas contre des négociations, on le voit bien. Mais là, si on continue, et le rouleau compresseur russe, l'attrition, quand même, au bout d'un moment, c'est qu'il y a une peur aussi en Ukraine que le front soit déchiré. Et qu'à ce moment-là, les Russes puissent aller très loin. Et le grand risque pour l'Ukraine et les Ukrainiens, c'est la perte d'Odessa. Parce que si les Russes coupent jusqu'à Odessa, et donc que l'Ukraine n'a plus de frontières avec la mer, plus de frontières maritimes, et bien à ce moment-là, ça devient un État failli. Ils ne peuvent plus exporter des céréales. En plus de cela, on a à ce moment-là des risques. C'est là où personne ne maîtrise. C'est que les Polonais peuvent rentrer à ce moment-là en Ukraine pour leur minorité ethnique qui parlent polonais, les Hongrois, etc. Et on peut avoir des confrontations entre eux. En tout cas, les armées russes et polonaises qui se retrouvent face à face, ce qui ne serait pas du tout une bonne chose. Donc le risque est fort. Allez, on arrive au terme bientôt de cette émission. Très vite, vraiment, Régis. Très vite, et c'est Jacques Sapir qui aura le mot de la fin. Un peu des soldats aussi de cet océan de souffrance qui a été déclenché dans cette guerre. De ces on estime à peu près 500 000 morts. Moi, ce que j'aimerais vraiment que cette guerre s'arrête, qu'elle s'arrête le plus rapidement possible. D'abord parce que c'est à l'avantage de l'Ukraine qui risque justement de perdre encore des territoires. On a parlé de Kharkov, d'Odessa, qui sont peut-être des objectifs des Russes. Et je pense que le problème, c'est à l'état actuel du front, dans 6 mois, il y aura 50 000 morts d'un côté, 50 000 morts de plus, et ça ne changera rien. Donc, si vous voulez, cette saignée humaine qui est en train de poser un véritable problème pour l'Ukraine. Les Russes... c'est existentiel. Pour l'Ukraine, il y a un vrai problème. En plus, c'est un problème de natalité terrible. Voilà, donc c'est un pays qui n'a pas de futur. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que cette saignée s'arrête parce que tous les jours, c'est des centaines de soldats qui meurent sur le front. Allez, on va essayer de terminer sur une note un peu plus joyeuse, si c'est possible. C'est avec les dessins d'Ignace. Tout d'abord, l'armée française est prête, nos généraux sont en place sur les plateaux de télé. Alors là, j'abonde parfaitement. Les pacifiques des patriotes, les va-t-en-guerre des fanatiques droits de l'hommiste, avec les caricatures des chefs d'État qui s'imposent. Macron et sa folie guerrière, il est plus fou que guerrier, dit un certain Vladimir Poutine. Ah oui, alors le dernier, t'y vas fort, mon cher Ignace, je te laisse la responsabilité de ce dessin. J'espère que tu seras avec nous quand même dans 15 jours. Macron franchira-t-il la ligne rouge et comment? Et je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Voilà, alors... Petite parenthèse, si vous aussi vous voulez un portrait, une caricature, peace and love, voilà, eh bien vous allez vite sur le site d'Ignace qui va s'afficher à l'antenne designace.com. Et puis alors c'est une autre tradition, je ne sais pas si vous êtes au courant, Jacques Sapir, mais à chaque fin d'émission, eh bien Ignace a concocté à chacun de vous un portrait ou plutôt une caricature. Donc voilà la vôtre, Jacques Sapir, la première, elle est pour vous. La seconde, elle est pour Régis Le Sommier qui parlait beaucoup. Alors, est-ce que voilà? Eh bien, la voilà pour toi, Régis. Philippe Murer, c'est pour vous aussi. Allez, on la montre à l'antenne. Voilà, belle caricature. Charles-Henri, c'est pour toi la suivante. Voilà, une belle tête pour Charles-Henri. Et enfin, la dernière, elle est pour vous, Yves Pozzo di Borgo. Et voilà, merci. Elle est très ressemblante.
Voilà Merci pour à vous. vous. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe de Bistro Liberté, puisque on est une équipe nombreuse d'ailleurs. Raphaël à la réalisation, on peut l'applaudir bien fort. Pierre au son, on peut t'applaudir Pierre. Au cadrage, là, il y a plusieurs caméras. Maxime, Sébastien, ainsi que Charles. On applaudit bien fort. À la production, bien sûr, Arnaud qu'on adore, ainsi que Marine. Merci Marine, à toi. Et puis on n'oubliera jamais, bien sûr, c'est... alors en plus, ça aussi, c'est la petite particularité. Charles Mathieu, il débouche des bouteilles toujours au pire des moments. Donc on peut t'applaudir, je ne sais pas comment tu le fais. Et puis bien sûr, tout notre public, on vous remercie tous de nous suivre. Avec autant de fidélité, Yves Di Borgo, merci d'être venu. Merci à vous. Régis Sommier, Merci merci d'être venu. Charles-Henri Gallois, ainsi que Philippe Murer, merci. Et bien sûr, Jacques Sapir, merci de nous avoir éclairé de votre savoir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Bistro Liberté. Bye bye.